Eh ben, salut Axel. Hello, hello. Ça va? Ça va, la forme. Et toi? Ah, ça va très très bien, ouais, très très bien. Là, je suis content de t'avoir avec moi là pour cet épisode et on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement et de commencer le live. C'est vrai que là, ça fait moi 3 semaines maintenant que je fais des épisodes avec des personnes, des bitcoiners, que je suis depuis quelques temps qui sont maintenant expatriés, full time en Amérique du Sud. Il y a 2 semaines, j'ai fait un épisode avec Francis Pouliot, donc qui est le CEO de Bull Bitcoin et la semaine dernière, j'ai fait un épisode avec Louis, expatriation et les 2 en fait m'ont raconté leur expérience sur place, ce qui leur et d'ailleurs aussi alors à la fois leur expérience sur place, mais aussi leur expérience sur place comparée à ce qu'ils ont pu connaître dans leurs pays respectifs, hein, donc Québec et France. Donc c'était assez intéressant de voir un peu, bah, les différences, un peu aussi pourquoi ils ont quitté leur pays d'origine et qu'est-ce qui en fait recherchait, hein, tout simplement, en Amérique du Sud et voilà, je suis content de t'avoir avec moi parce que ça va venir clôturer un peu cet arc Amérique du Sud, hein, LATAM, parce que toi tu y es, enfin en tout cas tu y es pas présentement, mais tu y vis et Actuellement, je suis un digital nomade à Paris. Mais c'est temporaire, effectivement. Sinon, j'y étais. donc là en ce moment tu es à Paris et donc tu y étais juste alors tu peux nous dire dans quel pays tu étais, en Amérique du Sud? L'année dernière, du coup, j'étais 6 mois au Salvador et ensuite j'ai fait 6 mois au Mexique. OK. Et puis sinon, j'avais déjà vécu dans le passé en Argentine quelques mois. Et voilà, c'est tout pour l'Amérique latine. OK. Donc toi tu es français d'origine? Français d'origine, par contre, ma famille vient d'Espagne. Donc, j'ai l'avantage de parler espagnol bilingue. OK, ouais. Ça m'a fait peut-être regarder dans cette direction, au moment de mon expatriation, dans la direction, de l'Ouest. Ouais, ouais, mais ça, c'est intéressant parce qu'en effet, là, je pense qu'on en parlera un peu de la barrière de la langue. Ah, parce que c'est vrai que la langue, c'est toujours un peu l'un des facteurs limitants quand tu veux t'expatrier. Est-ce que tu connais ou non la langue du pays dans lequel tu vas aller t'expatrier? Et si jamais c'est pas le cas, à part toi, si je prends mon exemple à moi, je parle pas un traître mot d'espagnol, tu vois, à part quelques T'aurais expressions. t'aurais quelques problèmes là, J'aurais malheureusement. quelques ouais, ouais, c'est ça, ouais, quelques problèmes. Après parce que, bah, alors forcément, je m'attends pas à ce qu'ils parlent français, mais le niveau d'anglais, il est comment, dans ces pays-là? Si tu prends le Mexique, Si tu Salvador? restes dans les quartiers touristiques, ça va, mais tu auras pas de potes, en fait. C'est ça le truc, c'est ça le souci. Tu vas avoir des potes expats, mais tu auras pas des potes locaux. Les gens, finalement, je pense que c'est un peu le problème de la géographie sur place, c'est qu'ils sont très éloignés du premier pays anglophone, donc ils ont pas la chance de faire un Erasmus comme nous, de partir, d'avoir, des je sais plus comment ça s'appelle, ton correspondant que tu avais à l'école, des choses comme ça qui te permettent finalement d'accéder en tu apprendre la langue, directement dans le pays, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ça, d'ailleurs, on en parlera, je pense, pendant la discussion parce que c'est vrai que quand tu t'expatries, il y a à la fois quand tu arrives sur place. On va dire, tu as le choix. Tu soit tu restes avec les expats de ton pays d'origine et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont expatriés, qui sont déjà enfin, qui sont un peu dans cette, mouvance-là. C'est-à-dire que quand tu vas en Pologne, quand tu vas dans des pays comme ça, on va dire la diaspora française, elle est déjà bien présente et bien implantée dans les grandes villes et tu pas forcément nécessité, besoin enfin, tu as besoin au jour le jour, mais tu pas forcément besoin de vraiment te fondre dans la masse, autochtone, on pourrait dire et tu as l'autre choix, c'est vraiment, y aller à fond, quoi. Quand j'ai fait un Erasmus, c'était en Irlande à l'époque et là, je m'étais interdit de rencontrer le moindre francophone ou hispanophone parce que je voulais vraiment, m'améliorer en anglais et je voulais parler qu'anglais. Mais par exemple, pour, rentrer dans un peu le thème du Salvador, si tu essayes de faire ça et te dire: «Je vais, être ami qu'avec les locaux», il y a moyen que tu aies quand même un certain choc culturel. Il y a certains pays, par exemple en Amérique latine, dont le Salvador, où en fait, ils ont tellement, ils ont tellement été, privés de vie durant tellement de décennies que, tu as un énorme choc culturel et par exemple, je sais pas si tu vois qui c'est Quentin de Mi Primer Bitcoin? Il était Oui? déjà passé, chez Le Bunker et bah, lui, avec lui, du coup, on a passé pas mal de temps ensemble au Salvador et au Mexique et lui, il a vécu pas mal de temps au Salvador et comme il disait, lui, il a jamais réussi à se faire un pote locaux. On est trop différents, en fait. Ah ouais. Donc il y a des fois aussi où, hem, c'est un peu aussi le problème de l'expatriation. Bah, enfin le problème, c'est que finalement, tu vas être souvent pote avec les expats. Ça dépend dans quel pays tu vas. Mmh. Mais, pareil, je suis jamais allé vivre en Asie,
mais j'imagine que ma culture serait un peu différente et je sais pas si j'arriverais à être si proche d'eux, tu vois? Et souvent donc tu t'imagines des prix super bas lorsque tu t'expatries parce que tu vas te mettre dans des endroits enfin, tu vois les prix en Amérique latine, tu t'imagines: «Je vais manger pour 3 $ et cetera». Et en fait, ça va être vrai uniquement lorsque tu vas être dans des zones un peu, champêtres. Mais dès que tu vas être dans les zones où il y a des expats, bah non, tu vas payer les prix de Paris. Et ça, c'est un peu finalement, le double tranchant parce que tu veux être avec des gens qui te ressemblent un peu plus quand même. D'accord. Ouais, c'est intéressant ça. D'ailleurs, quand tu parles des expats, est-ce que tu prends aussi comment dire? Est-ce qu'un expat français sera beaucoup plus proche d'un expat allemand, britannique, américain que des locaux, Est-ce que d'ailleurs entre expats, est-ce qu'il y a une sorte de comme ça de cohésion même, au-delà de la nationalité de base? Non, je pense que c'est au-delà de la nationalité. À partir du moment où tu es expat, après j'imagine que si tu es expat, dans le pays voisin, tu es en Espagne par exemple, là possiblement tu vas te faire pote avec les Français parce qu'il y en aura beaucoup, parce que, c'est facile. Mais si tu es loin dans un autre continent, en fait, tu fais pas forcément le difficile et tu vas avoir, des souvent des meet-up qui vont être meet-up entrepreneurial ou meet-up Bitcoin, ou meet-up de la passion que tu vas avoir. Et généralement, ce genre de meet-up, bah, ils sont remplis d'expats. Parce que c'est nous les expats qui cherchons à rencontrer des gens. Et donc, tu vas aller à ce genre de meet-up et ensuite, tu vas te faire ton premier cercle. Et non, ça se fait avec les personnes que tu as l'opportunité, que tu vas rencontrer sur le moment, tu vois. Mmh, bien sûr, ouais. Bien sûr, non, ça c'est super intéressant parce que ouais, ça c'est on en parle un peu pour tous ceux qui vont s'expatrier, c'est comment est-ce que tu envisages la vie sur place, là-bas? Est-ce que tu et comment en fait, ouais, et je pense que d'ailleurs c'est pour ceux qui veulent vraiment s'expatrier sur le long terme, forcément, c'est une question qui va venir parce que f si tu veux t'expatrier, tu comptes aussi éventuellement fonder une famille dans ton pays d'accueil Mmh. et donc se pose la question des enfants et se pose du coup aussi la question des enfants qui, eux, vont grandir dans cette nouvelle culture et justement à partir de quel moment tu acceptes au final que tu fais partie de la nouvelle culture de qui t'accueille et que tu renonces entre guillemets à ton ancienne. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant et à part quand tu envisages, je pense, l'expatriation sur le temps long, tu dois te poser la question à minima, ça c'est En clair. fait, je pense que lorsque tu t'expatries, moi, par exemple, j'ai déménagé un nombre de fois gigantesque sur les dernières années, mais finalement, tu ramènes 90 de ta routine avec toi systématiquement. Parce que dans ta journée, tu vas avoir généralement 8 9 heures de boulot, tu vas avoir, 1 à 2 heures de sport, 1 heure de lecture, 1 heure de cuisine et finalement tout ça, tu l'emmènes avec toi et c'est ce temps-là pa que tu vas, sur laquelle ta famille va grandir, donc c'est toi qui vas ramener une énorme partie de la culture et c'est drôle parce que j'ai rencontré un moment quand je vivais alors j'ai vécu, 1 mois à Bitcoin Beach, au Salvador. Je me suis fait le kiff de vivre, sur cette plage où il y avait vraiment que des bitcoiners et il y avait, 2 petits, gamins, tête blonde qui, étaient dans une petite allée et ils faisaient des tours de trottinette et ils te disaient, «Si tu veux un show, c'est 1 $ pour, le show basique, 2 $ pour le show avancé, 3 $ pour le show, premium» et c'était 2 petits Allemands et en fait, ils avaient genre 8 et 10 ans, quelque chose comme ça et avec cet argent, ce qu'ils faisaient, c'est, tu leur dis: «Tu vas faire quoi avec cet argent? Tu vas t'acheter des trucs ou quoi?» Non, ils disaient: «Non, je l'investis parce que je dois avoir un meilleur vélo, une meilleure trottinette et aussi si elle se casse, ma trottinette» et en fait, tu vois, ça a fait que, ouais, je pense en Allemagne, ces 2 gamins, ils auraient grandi en Allemagne, ils auraient pas eu cette mentalité à 8 ou 10 ans d'avoir une pensée de réinvestissement de leur argent et de, faire des spectacles pour les touristes pour essayer de gagner quelques euros, sachant qu'ils en prenaient un plaisir immense, hein. C'était leur père, ils avaient une gym, là-bas, je pense qu'ils manquaient pas d'argent, en tout cas pas pour vivre dans ce coin-là. Ils le faisaient pas pour l'argent, ils le faisaient pour, le kiff et parce que je pense que ça fait partie de la culture locale. Mais c'était 2 petits Allemands qui parlaient en allemand entre eux et donc je pense qu'ils ont la culture, de leur famille, mais aussi la culture de l'environnement dans lequel ils grandissent et c'est probablement très enrichissant, tu vois? Dans cet exemple-là, ça l'est. Ouais. Ah, c'est intéressant ça comme quoi, tu pourras jamais te dépatouiller de ton origine et ton bagage, on pourra dire un peu ton héritage et ton bagage un peu Ouais biologique. et on leur avait demandé: «Vous pensez quoi de l'Allemagne?» parce qu'ils venaient de Munich et leurs, parents les avaient ramenés, 2 fois, je crois. Ils détestaient. Ils disaient: «Ah non, c'est horrible, il fait froid, les gens sont pas chaleureux et tout». Mais ils avaient 8 et 10 ans, tu vois? Et ah, ils se Ah, rendaient c'est déjà compte, excellent. de la réalité enfin de l'endroit merveilleux dans lequel ils étaient aussi. Ah non, c'est intéressant parce que pour les enfants, de toute façon, eux, ils intériorisent ça de manière totalement différente
des adultes, ils ont pas le bagage justement du passif qu'ils ont, d'avoir grandi en Allemagne, ensuite d'avoir, dû quitter justement le pays. Si en plus déjà jeunes, ils sont habitués à voyager, ils sont habitués à connaître d'autres cultures, qui commencent déjà aussi à pratiquer la langue locale, l'espagnol et qui commencent à avoir, ouais, avoir cet esprit un peu, aventurier, Mmh. entrepreneurial et c'est assez génial, quoi. Et c'est vrai Ouais, que quand tu as des enfants, c'est clair que ça peut être, ça peut être le kiff, hein, de s'expat et de pour la petite anecdote, pareil, dans la famille de ma copine qui elle est mexicaine, on a elle a des cousins, enfin plusieurs membres de sa famille qui ont, allez, eu moins de 15 ans, qui ont déjà plusieurs business, ou qui, à 8 ans, ils manquent de rien. Ils vivent dans des familles, classe moyenne aisée, et qui manquent de rien, mais qui, mmh mh. ont savent déjà que ça va être les plus grands entrepreneurs. Moi, je vais être un énorme entrepreneur, mais pas je veux avoir beaucoup d'argent. Non, ils veulent être entrepreneurs tous, ils veulent créer quelque chose, tu et Mmh. ça, c'est quelque chose que l'Amérique latine t'apporte vachement. Je sais pas si, d'autres, enfin, en tout cas, c'est le Mexique, je le vois énormément et au Salvador, ça commence aussi. Ouais, non, mais ça, c'est intéressant. D'ailleurs, toi, le Salvador, d'ailleurs, on peut peut-être commencer à sauter un peu dans le sujet de tes voyages, de tes expériences comme ça en Amérique centrale. Donc avant qu'on parle du Mexique, le Salvador, donc tu m'as dit, hein, tu y étais resté 6 mois au total Mmh. Ouais, c'est et ça. tu y étais à quelle période? J'y étais là de janvier à juin Janvier à de juin l'année dernière. de l'année dernière, donc 2025. Correct. Donc ouais, donc toi, tu as connu l'après Bukele. Mmh. Tu as pas connu le Salvador. Est-ce que tu as beaucoup de bitcoiners, qui sont allés par exemple au Salvador dès l'élection de Bukele. Bukele, je crois Ouais. c'est 2021 si je dis pas de bêtises. Et ils sont assez surpris d'ailleurs entre 2021, 2025, 2026 en fait de la rapidité à laquelle le Salvador, évolue, que ce Mmh. soit culturellement, économiquement. Et toi par contre, bon toi tu as pas cette grille de comparaison, donc tu as pas le Salvador qui sort de la longue période de merde, on pourrait dire, vers l'ère Bukele. Mais toi déjà, parce que si tu y étais il y a 1 an, qu'est-ce que tu en as pensé du Alors, Salvador? j'ai pas effectivement cette vue. Par contre, j'ai à parler avec tellement de personnes, au Salvador. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au tout début, la question que je demandais tout le temps, qui c'était, dans les premiers taxis et cetera, je voulais tester cette sécurité que tout le monde disait du Salvador et je demandais, par exemple, au taxi, «Est-ce que tu laisserais ta fille de 14 ans rentrer, seule à pied chez elle?» Et absolument tout le monde m'a dit «oui». Toutes les personnes à qui j'ai posé cette question, à 14 ans en pleine nuit, hein, je sais pas si je l'ai précisé, ouais, à 4 heures du mat, je demandais, je crois, vers 4 heures Mmh. du mat. Donc tout le monde m'a dit oui, jamais personne m'a dit non. La sécurité est absolue. Il ne peut rien t'arriver, il peut rien se passer et j'ai vécu dans différents Airbnb, la majorité n'avait même pas de verrou sur la porte, on n'avait pas de clé, c'était pas nécessaire et en plus, ils ont vécu cette transition de manière, soudaine parce que le Salvador, c'est un pays qui clairement a vécu probablement l'une des pires périodes, heu, de l'histoire récente. Ils sortent d'une guerre civile immense. On a eu, des témoignages, donc ma copine étant latine, moi parlant espagnol, bilingue, on a pu être, proche de beaucoup de personnes. On a rencontré énormément de personnes là-bas, on a été très sociables là-bas et donc on a eu énormément de témoignages et en fait, les personnes ne pouvaient plus du tout sortir de chez eux durant, les 15 premières années de 2000, de l'an du début du siècle. Les personnes ne sortaient pas de chez elles. Elles allaient, de leur maison à leur travail en voiture, en taxi ou quoi que ce soit, mais sans savoir si elles allaient rentrer à la maison. Heu et elles ne sortaient jamais, au restaurant, enfin quasiment jamais au restaurant. Elles sortaient pas dans les parcs. Il y a des personnes qui vivaient à 5 minutes du centre historique qui sont jamais allées dans le centre historique, qui ne connaissent Mmh. pas le centre historique. Des personnes qui, bien sûr, ne connaissent pas leur propre pays alors que c'est tout petit. Pour mettre en perspective, c'est à peu près 2 tiers de la Belgique, si je me trompe pas. Donc c'est D'accord. quand même très petit et donc ces personnes-là, elles ne connaissent même pas leur centre-ville, elles connaissent même pas, leur pays et maintenant en termes de sécurité, c'est bluffant, c'est génial. Il peut rien t'arriver et donc ça, à ce niveau-là, c'est vraiment, super plaisant. Donc les personnes sortent de chez elles pour la première fois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, les personnes, elles manquent un peu de culture. Dans le sens où, heu tu vas pas avoir beaucoup de musique, tu vas pas avoir beaucoup d'événements, tu vas avoir un éclairage public qui est assez, décevant. Tu vas avoir très peu de lieux de vie et en fait, je pense que c'est parce que les personnes n'ont pas, développé ces habitudes, ces coutumes, ou alors elles les ont abandonnées en tout cas et il y a un second point qui est, je pense le reflet de un peu, le manque de propriété privée.
En fait, je pense que si tu veux faire un exemple de l'importance de la propriété privée, le Salvador c'en est un parfait parce qu'avec les pandillas qui étaient je sais plus comment les gangs, les gangs qui en fait t'au auraient confisqué ta propriété si tu avais construit quelque chose qui, leur aurait tapé dans l'œil. Donc si tu avais construit la moindre maison assez sympa ou le moindre business un peu florissant, en fait, ils se s'en seraient emparés. Ce qui a fait que absolument toutes les maisons, enfin allez 80 ou 90 des maisons au Salvador, ce sont des maisons en laminas. Laminas, c'est, de la tôle. OK. C'est des maisons de tôle et tu imagines qu'au Salvador, il fait 35 degrés. Toute l'année, il fait chaud. Donc ils Mmh. vivent tous dans des maisons de tôle. Que, en durant l'été, nous, notre été, eux, c'est la saison des pluies et le bruit que ça fait sur la tôle, la saison des pluies, c'est insane. Tu t'entends pas parler, dans une maison quand il Ah pleut, oui. une maison de tôle. Et donc en fait, tu t'aperçois que ce pays a été en pause et n'a rien construit durant des décennies et là, soudainement, il se met à construire beaucoup de choses. Il y a du bon comme du positif, comme du mauvais parce qu'il y a des choses sur lesquelles Bukele s'avance un peu trop, pour en reparler. Mais, Mmh. en tout cas, ce qui, le la chose flagrante, en fait, dès le début, lorsque tu arrives, c'est clairement que, tu vas te faire un peu chier. Il faut que les personnes sortent très peu. Il y a très peu d'endroits où tu peux sortir. Par contre, si tu es quelqu'un comme, ma copine et moi qui adorons, faire, beaucoup d'activités sportives en plein air, c'est un pays où tu vas découvrir un pays brut qui a encore jamais, qui n'a pas encore été très exploré ou, très conquis, qu'il y a pas encore beaucoup de tourisme et tu vas avoir, je crois, un truc du genre 240 volcans dans un tout petit pays, avec des plages incroyables et donc en fait, tu peux, vivre, une expérience sauvage dans ce pays. C'est encore très rural, c'est encore très brut. Donc de ce côté-là, c'est génial. Donc voilà, ça c'est un peu, le retour d'expérience, du Salvador. Ouais. Et donc ce manque de propriété privée, en fait, ça, aussi pour terminer sur un point, c'est que la majorité des restaurants, ce sont des pupusas, donc c'est la spécialité, ça ressemble à, on va dire, grosso modo, un peu comme les tacos, aux mexicains. En fait, c'est vraiment juste une plaque de tôle sur laquelle ils auront mis une gazinière en dessous et ils vont te faire, frire, des galettes de maïs, fourrées, Mmh. et ils te le font frire avec les pires huiles, possibles, de graines et tout le monde, enfin, si tu vois un mec assez fin, c'est que c'est un riche. Quasiment tout le monde est gros là-bas parce que, du coup, ils mangent, quasiment que, du maïs frit. Donc tu vas pas avoir, les latinas, du bunker là-bas, les latinas, que tu de desquelles tu rêves. Hem, mais par contre, donc comme j'ai dit, tu vas ouais, finalement, c'est le reflet donc de lorsque tu n'as pas de protection de ta propriété privée, en fait, personne ne construit rien du tout et Mmh. personne n'a fait l'effort de construire des maisons et j'ai rencontré, une nana qui faisait de la promotion immobilière, sur place, une Brite. Et elle me disait: «Les maisons ont fait x10 à x20 entre, avant et après Bukele». Et en fait, c'est tout simplement parce que les maisons, avant Bukele, n'avaient aucune valeur. Parce que si tu, mettais de l'argent dans une maison, si tu investissais dans une maison, ils auraient pu te la prendre, les gangs. Ils te l'auraient prise directement. Et donc à partir du moment où il y a eu de la sécurité, d'un coup, il y a eu un titre de propriété et d'un coup, en fait, c'est pas de l'inflation qu'il y a eu, c'est juste un retour à la normale, un retour finalement à ce que ça aurait dû être, la valeur de ta maison, si, elle t'avait réellement appartenu à l'époque, des gangs. Ouais. Ah Enfin, si c'est la garantie avait été là. Ouais, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que je sais que j'avais fait un live, alors moi, il y a un live, un épisode de podcast il y a plusieurs mois avec Marius, hein. Tu vois, Mmh, ouais. Marius, qui lui justement était parti un mois à Salvador avec, Cryptost, hein, je crois, hein, qui avait financé son voyage je m'en souviens quand on avait discuté du Salvador, il m'avait en fait, avant vraiment de parler de Bukele, on avait dû parler, je pense, pendant un quart d'heure, une demi heure de l'histoire du Salvador Mmh, pour comprendre en fait d'où vient le pays et pourquoi aujourd'hui ce qu'il est en train de vivre, c'est quasiment inespéré par rapport à son histoire et son histoire, on s'en rend pas compte, hein, mais le Salvador, c'est enfin, je veux dire, avant même la période des gangs, donc le MS-13 ou le Dario 18, et cetera, tu avais aussi toute une période de guerre civile entre les nationalistes et les communistes, hein. Alors c'était un peu plus compliqué que ça, hein, parce que c'était surtout les propriétaires contre, on va dire, le peuple, hein, et c'était très, très sanglant aussi. Ça a duré, des années, des années, des années, et l'épisode aussi des gangs, lui, je crois qu'on se rend même pas compte en France de la violence qu'ont connue les Salvadoriens, comme tu l'as dit, hein, entre les débuts des non. années 2000 et Il 2020, les mecs, il ils y sortaient a pas de une chez eux, quoi.
Oui, il y a non, mais il y en a tellement des anecdotes, mais on m'a raconté des choses. Par exemple, quelqu'un qui un mec qui était systématiquement dans la rue en face d'un café dans lequel, j'allais, bosser parfois et du coup, il me racontait qu'il y avait ce vendeur, je crois, je sais plus ce qu'il vendait, des marquesitas ou, des pupusas, je sais pas. Mais bref, un petit gars avec, tu sais, imagine-toi une petite carriole qui pousse comme ça et qui te vend des petites choses et un jour, il a pas eu l'argent à payer, pour payer les gangs et ils l'ont buté. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais parce qu'il avait pas l'argent. Parce qu'il vendait à la sauvette des petites choses, quoi. Il avait pas de thunes, et ils l'ont buté. Ils avaient aucune, au aucun état d'âme, vraiment rien du tout. Tu Mmh. pouvais juste te faire, buter pour aucune raison. Donc Ouais, c'était c'est terrible. ça. Ouais et puis tu as dans le reportage de Marius, justement, il interroge, plusieurs habitants de Salvador qui racontent le l'avant et l'après Bukele. Il y en a certains qui disaient: «Mais tu sais, fallait même pas sortir de chez toi avec ton téléphone parce que si Mmh mh. jamais tu avais ton téléphone, on te le piquait, tu pouvais te faire buter pour vraiment pour rien, quoi». C'était assez impressionnant et ils sont passés de ça, donc vraiment une société de violence où en effet, comme tu l'as dit et ça, c'est très important, ils avaient aucune certitude sur l'avenir, tout n'était que violence et forcément c'est pas une atmosphère qui est propice à l'investissement, à l'entrepreneuriat et à construire sur le long terme et tu as Bukele qui est arrivé, qui a offert justement ce cadre, juridique, sécuritaire, qui a permis pour la première fois en fait au Salvador d'être libre. C'est-à-dire de pouvoir, véritablement entreprendre leur vie comme ils voulaient, de pouvoir construire sur le long terme, d'envisager, c'est de ne plus se poser la question s'ils seront encore en vie dans 5, 10, 15 ans, tu vois? Ou s'ils vont se faire buter par Mmh. un gang, de pas se poser la question s'ils vont rester ou non au Salvador ou s'expatrier et d'ailleurs, tu Mmh mh. as une chose a assez intéressante parce que c'est un peu le sujet de ce soir, mais tu as beaucoup d'anciens, beaucoup de Salvadoriens qui étaient expatriés aux États-Unis Mmh. qui reviennent au Mmh. Salvador et Mmh. ça, c'est intéressant aussi. Toi, le retour au pays. Ouais, j'en ai rencontré quelques-uns. Ils sont quand même déçus, du revenu, hein, parce C'est-à-dire? que je pense que, bah, ça fait partie aussi du fait qu'ils ont rien pu construire, mais il y a vu qu'il y a très peu de capital, il y a très peu de productivité et ça da ils exportent quasiment rien. Ch Le boulot est très mal payé finalement, heu, donc j'ai rencontré quelques gars qui sont revenus, mais plus parce que, ils sont revenus parce qu'enfin ils pouvaient revenir et voir la famille et cetera. Mais ils sont déçus de gagner une misère comparé à ce qu'ils gagnaient aux États-Unis. Ouais, bah, Mais ça, c'est mais sûr, mais mais pour le moment. Après, il faut, oui, passer par là et puis, maintenant du coup, il y a Google qui est arrivé, qui a créé sa grande tour, ça donne, ça donne un standing, soudainement à la ville. Tu as aussi d'autres, grandes entreprises qui sont en train d'arriver donc, ça va changer. Mais pour le moment, je pense que le salaire moyen au Salvador, ça doit être, 600 j'imagine, j'en sais rien, hein. ouais, Je me souviens plus, je l'avais regardé à l'époque, mais je me souviens plus, mais ça doit être, quelque chose comme ça. Ceux qui reviennent des États-Unis, pour le moment quand même, ils sont découragés par le salaire. Il y en a pas encore tant que ça. J'en ai rencontré ouais. 2, je crois. C'est normal aussi, hein. Enfin, je veux dire, quand tu dézoomes un peu, c'est le Salvador, c'est plus d'un siècle, de violence, d'instabilité et Mmh mh. Bukele, il est arrivé en 2021, donc ça va faire les 4 ans et demi, 4 ans et Mmh. demi, 5 ans à tout péter. Donc oui, tu reconstruis pas une société, qui était dysfonctionnelle comme ça du jour au lendemain. Donc c'est normal aussi qu'en plus, si tu vis et travailles aux États-Unis, il faut pas t'attendre à retrouver ton alors au-delà du salaire, hein, même ton niveau de vie américain, tu peux pas le retrouver au Salvador. Ouais, c'est sûr. Au niveau de la consommation, du logement, tout ça, ça va prendre du temps, ça c'est clair. Mais et ça c'est une chose qui est intéressante et ça, et je sais que Marius, il m'en avait parlé, j'avais trouvé ça très, très intéressant comme perspective. C'est la une chose qui l'avait impressionné, c'est l'énergie que tu as sur place, la joie aussi que tu as sur place des Salvadoriens, de se dire qu'en fait, ils ont un avenir et ils savent en fait que l'avenir, qui va être le leur et celui de leurs enfants sera nécessairement meilleur que ce qu'ils vivent aujourd'hui ou ce qu'ils ont vécu il y a quelques années et rien que ça, cette perspective, hein, cette vitalité, cet élan comme ça, positif, optimiste sur l'avenir, c'est quelque chose qui avait assez marqué, je me souviens Marius, parce que ça détonne profondément avec ce qu'on peut retrouver en Europe, tu vois? Où nous, on Moi, est je le plutôt sur, décliniste, on pourrait dire. Totalement, mais ça, je le ressens davantage au Mexique. Au Salvador, les jeunes, j'ai rencontré alors je me suis fait particulièrement un super pote là-bas, donc un Salvadorien, 2 ans de moins que moi, mais qui a du coup, il avait 26, 27 et qui lisait des livres, qui étudiait pour être avocat, qui rêvait de faire de grandes choses
Et lui, il était enjoué et avant et bah, juste, il aidait son père, mécanicien et il voyait pas de futur, juste, aider son père et maintenant il rêve de d'autres choses. Il s'est mis à lire des livres en anglais et cetera. Donc tu as quand même les jeunes, je pense, tu as redonné de l'énergie, de l'espoir aux jeunes. Les générations, plus adultes, je sais pas. Je trouve que, ils sont assez moroses personnellement, dans le sens où, je pense qu'ils se sont habitués à un style de vie et ils ne l'ont pas encore totalement, changé. Ils sont encore ils sortent peu. Il y a Quand tu vas dans les pays d'Amérique latine, généralement, tu vas arriver à un rond-point et il y aura de la bachata, de la salsa sur le rond-point, parce qu'il y aura un mec qui aura mis de la musique. Tu vas pas trouver ça au Salvador. J'ai très rarement vu. Hem, tu pas autant d'ambiance que tu vas avoir dans un autre pays, et c'est, Quentin, qui est parti du Salvador, celui dont je parlais au début, qui a vécu lui pendant 2 ans et demi au Salvador. Il a vécu sur une île, ensuite il a vécu à la capitale, puis à Berlin et qui disait, que, c'est un pays qui manque de culture et il est parti vivre au Mexique là. D'accord. Ça, c'est intéressant parce qu'on en parlait, alors c'était avant qu'on commence le live. Justement, et j'ai un petit tiqué là-dessus, tu me disais que ou en début de live, je sais plus, enfin bref, on s'en fout, mais tu disais, ouais, que le Salvador manque de culture. Ça, je trouve ça génial parce que comme ouais, tu disais, ils ont tellement été en stand-by, en pause, Mmh. en tant qu'individu, en tant que société, en tant que nation, que, bah, forcément ça laisse des traces et ces traces-là, c'est, une stagnation culturelle. C'est-à-dire je pense qu'ils ont je connais pas El Salvador, mais je pense qu'ils ont au moins un sentiment d'identité nationale, tu vois? Ils ont aussi, je pense, quelques fiertés. Tu parlais de la bouffe locale, tout ça. Mais oui, ils ont peut-être pas eu, de grands artistes, ils ont pas eu peut-être de grandes vies culturelles, ils ont pas eu, en fait, ce qui est constitutif d'une identité nationale, tu vois? Ou d'une identité tout court d'une société. Ils ont pas eu ça, quoi. Ils ont pas enclenché la 2e de l'étape de la civilisation, quoi. Non, non, heu sur la place centrale du Salvador. Maintenant, on peut le remarquer, tu as, le palais royal, si je ne me trompe pas. Tu as un grand palace. Ce palace a été fermé pendant quelque chose comme 15 ans, peut-être de 2001 à 2020, un truc comme ça, je sais plus. Peut-être, 15-20 ans du coup, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est parce que c'était devenu tellement dangereux le centre-ville que tu le voyais même pas par les petits stands ambulants et très peu de personnes, pouvaient se permettre de se balader, de flâner dans les rues et d'aller, visiter le palais, tu vois? Les personnes, juste vivaient dans leur famille, dans leur recoin et tu ne pouvais pas aller faire un musée, visiter le patrimoine culturel de ton pays et se balader dans ton propre pays. Donc ça, tu l'as dit, en fait, c'est des énormes freins à la culture et puis aussi, tu pouvais pas faire des énormes, réunions avec, ta famille. Ce qui est assez drôle d'ailleurs au Salvador, c'est que tu vas avoir parfois des lieux magiques parce qu'en fait, ça paye pas de mine. Tu vas avoir une devanture de porte dégueulasse, mais tu vas passer cette porte et derrière se trouve un magnifique café en extérieur, avec, toutes les, enfin tu rentres dans Alice au pays des merveilles, et tout est magnifique, des plantes que tu as jamais vues, le café, enfin tout est fait de bois, tout est fait avec, des lumières super belles et cetera et en fait tout est caché. Donc peut-être que, les personnes qui étaient un peu plus aisées pouvaient se retrouver dans ce genre d'endroit mais Mmh. sinon, je pense que tu avais beaucoup de difficultés à te retrouver à plusieurs, donc encore un aspect sur lequel pour développer de la culture, c'est difficile, tu vois? Mmh. Après, toi, moi, en tant qu'occidental, européen, assez calme de base, moi, tu sais, un pays latin où ça bouge pas trop, ça me va très bien aussi. Ah bah, là, tu auras de la sécurité en plus absolue et tu rencontres des personnes mince, Ah, ouais. caméra, ouais, Ah, ouais, c'est bon, je pense. c'est bon, ouais. Heu et je disais, ouais, tu rencontres des personnes un peu comme nous, qui vont être très enfin, qui vont être très intéressantes dans le sens où elles vont te raconter leur background et finalement comment elles sont arrivées au Salvador et généralement tous les personnes qui arrivent au Salvador ont une histoire à raconter, tu vois? Mmh. Et tu apprécierais, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont orienté comme ça, qui m'ont donné des bons conseils, avec lesquels on a eu des super échanges. Il y a beaucoup de Canadiens, beaucoup d'Américains, au Salvador. Donc là-dessus, tu apprécierais et puis si tu aimes la chaleur et que tu aimes la plage et que tu aimes les randos, dans ce cas-là, ouais. Ouais. Non, ça c'est vraiment génial parce que ouais, je pense qu'on s'en rend pas compte en tant qu'occidental d'avoir des pays comme ça qui sont pas alors
j'ai pas utilisé le mot arriérés, mais qui ont été en fait tellement mis en pause pendant longtemps ils en sont pas arrivés à ouais, à l'étape de société que nous qu'on peut connaître en fait en Europe. Même si nous, à contrario en Europe, on est en train de décliner de ce point de vue-là, quoi. Donc ça reste, la comparaison est, je pense, assez intéressante, de ce point enfin, ouais, de ce point de vue-là. Et d'ailleurs une chose, bah, je sais que j'ai eu la question dans le chat, donc je te la pose. D'ailleurs, ça va faire partie des 2 questions. Première question, c'est est-ce que sur place, toi, tu as vu, des personnes utiliser Bitcoin? Parce que c'est vrai que Bukele, quand il est arrivé au pouvoir en 2021, il a imposé Bitcoin comme ayant cours légal, en fait, dans le pays. Est-ce que toi, sur place, tu l'as vu? Alors si tu étais à Berlin, hein, tu as certainement dû le voir. Quel était ton Alors, retour? moi, j'ai vécu sous un standard Bitcoin, facile à 90. OK, Par contre, j'étais dans les zones privilégiées, OK, donc c'est les zones, par exemple, le quartier dans lequel j'étais, c'était le quartier des fonctionnaires. Ça donne le ton. C'est les seuls qui avaient de quoi se payer une maison en dur, à OK. l'époque. Donc on voit où partait, l'argent dans le pays et c'est ce quartier-là accepte pas mal Bitcoin parce que c'est là où il y a le plus d'expats. Là où il y a le plus d'expats, tu vas avoir la possibilité de vivre dans un Bitcoin standard parce que la majorité des restaurants, des cafés ou pas Airbnb, mais par exemple, moi, durant les 2 premiers mois, j'étais sous Airbnb, donc là, je payais en euros. Mais ensuite, j'ai rencontré les personnes chez qui ensuite j'ai pu louer et là, je payais en bitcoin. Donc les 4 mois suivants, j'ai payé en bitcoin. Donc en bitcoin on chain pour, le loyer pour le loyer. Tout le reste, bien sûr, ils acceptent le Lightning pour les paiements de ta vie. Et donc, je pense que comme je le disais tout à l'heure, heu, lorsque tu es expat, tu ramènes 90 de ta routine avec toi. De la même manière, bah, en fait, je pense que, 90 de ta vie, tu l'as fait dans ton quartier et dans mon quartier, je vivais dans un Bitcoin standard. OK. Pour ceux qui connaîtront ou qui s'intéressent, c'est les 2 quartiers où j'ai vécu, c'est San Benito et c'est, El Escalón. Donc ce sont les 2 quartiers les plus aisés et ensuite, tu vas avoir tout le reste du pays où tu n'as aucune chance ou proche d'avoir aucune chance de pouvoir payer en bitcoin. Mais vraiment quasiment aucune. Tu vas avoir des efforts locaux qui sont faits. Donc tu as 2, grands endroits, c'est Berlin Mmh. et Bitcoin Beach. Bitcoin Beach, j'y ai vécu un mois. OK. C'est, donc au bord de la plage, à 40 minutes, de la capitale. Et là-bas, du coup, clairement, tout est fait pour, que les c'est une économie circulaire autour de Bitcoin et les locaux préfèrent accepter le Bitcoin. Eux, c'est vraiment des bitcoiners et le prix de l'immobilier a flambé là-bas. C'est il y a plus vraiment de locaux, tu vois? C'est vraiment maintenant une ville d'expats. À la différence, Berlin, eux, ce sont quelques, bah, Mi Primaire Bitcoin principalement qui se sont implantés là-bas, qui est une association, qui, éduque, la population, maintenant dans le monde finalement, parce qu'ils sont dans le monde entier, qui éduque autour de Bitcoin. Et bah, ils étaient implantés là-bas pour créer une économie circulaire autour de Bitcoin dans une ville qui est très, salvadorienne, enfin vraiment, Mmh. très locale, où tu vas avoir vraiment des gens, comme on peut se l'imaginer, qui sortent de la précarité. Et là-bas, tu vois qu'en fait, ils acceptent Bitcoin, mais qu'ils ils s'en foutent, en fait. C'est juste parce qu'on leur a dit: «Acceptez Bitcoin» et tu auras des personnes qui tu tu verras, c'est bien, mais en fait, ils font pas l'effort de le faire. Et la raison est que, en fait, personne n'arrive à épargner encore là-bas. Ils gagnent trop peu d'argent. Lorsque tu vas réussir à générer, allez, on va dire 10 $ par jour, tu vas les dépenser instantanément. Ça va être l'argent que tu vas dépenser dans ta journée et pour ça, Bitcoin, c'est pas forcément la meilleure monnaie. Eux, ils ont le dollar. Pour une utilisation dans la semaine, bah, le dollar, c'est plus safe d'une certaine manière. Mmh. Le dollar va pas se casser la gueule sur une semaine, on le sait. Alors que le Bitcoin, ça peut être volatile et pour une personne qui ça littéralement, son alimentation dans la semaine en dépend, bah, possiblement, le Bitcoin, c'est pas son choix numéro un. Donc au Salvador, j'ai rencontré très peu, voire aucun, si je me trompe pas, de Salvadoriens qui arrivent à épargner. Et ça, c'est dommage et du coup, en fait, ils ont très peu d'attrait pour le Bitcoin pour ça, parce qu'ils ont aucune culture monétaire. Ils sont passés dans l'hyperinflation dans les années 90. Maintenant, et même jusqu'au début 2000, je crois et puis après, ils sont passés donc sous le dollar et en fait, maintenant, ils ont juste, ils utilisent le dollar parce que, ça leur permet d'avoir une monnaie à peu près stable mais ils ont pas de quoi épargner donc ils se sont pas posé la question plus loin. Donc non, Bitcoin n'est pas du tout démocratisé, il est démocratisé plus pour finalement les expats, les touristes et l'image internationale. Ouais, non, mais ça, c'est intéressant parce qu'en effet,
C'est super intéressant ce que tu dis parce que quand ton quotidien, c'est, on pourrait dire vivre, hein, même on pourrait dire même des fois survivre, tu vas pas te poser les questions de la théorie monétaire, tu vas pas te poser la question de pourquoi est-ce que Bitcoin est meilleur que le dollar US, tu vois? C'est-à-dire que nous, on a un peu ce luxe de pouvoir choisir quelle est la moins pire des fiat, et Mmh. d'ailleurs de la chance de vivre dans des pays où on a la moins pire des fiat, hein, et de se poser la Mmh. question, bah, qu'est-ce qui est encore meilleur que l'euro? Qu'est-ce qui est encore meilleur que le dollar? Et ce vers quoi je veux tendre en tant qu'idéal monétaire. Mais pour ces personnes-là, en effet, eux, ils veulent juste une monnaie qui soit suffisamment liquide, insuffisamment échangeable, communément admise, qui est moins pire que leur monnaie locale, et pour eux, bah, c'est le dollar. Le dollar dans toutes ses formes, en tant que cash ou en tant que stablecoin, j'en sais rien, tu vois? Mais pour eux, c'est ça, et ils vont vers cette monnaie parce qu'ils la ils la considèrent comme étant, plus stable que la monnaie qu'ils utilisent. Et ça, c'est intéressant parce que si, parce qu'en tant que bitcoiner, nous, on est persuadé de ça, hein, c'est que Bitcoin est bien meilleur que le dollar ou l'euro, et Bitcoin, du coup, a un potentiel de stabilité qui est bien supérieur. Même si aujourd'hui malheureusement, malheureusement j'en sais rien, mais en tout cas on est encore dans des phases très, très volatiles de l'histoire de Bitcoin du fait de son jeune âge encore. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que pour moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ils ont tout simplement la bonne intuition monétaire. C'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est que la bonne monnaie, ils savent ce que c'est que la mauvaise monnaie, ils savent fuir vers la bonne monnaie, laisser la mauvaise monnaie derrière. Donc toi, rien que là, si je mets ma petite casquette d'économiste autrichien ou de personne intéressée par ces sujets-là, il y a du vrai dans leur action, et on pourra pas leur jeter la pierre. C'est qu'ils ils agissent avec les connaissances qu'ils ont maintenant sur le moment, et ils font, en tout cas avec les connaissances qu'ils ont, le bon choix, et on pourra pas leur reprocher, quoi. Finalement, lorsque tu vas l'utiliser dans ta semaine, le dollar, il y a rien de mieux. Le Oui, bitcoin peut être volatile alors que le dollar va garder sa stabilité. Donc totalement. c'est dur d'argumenter, avec eux pourquoi le bitcoin est meilleur, ils s'en rendront pas compte. Non, Donc c'est ça, c'est et puis aussi, ils ont très peu de base technologique. Tu sais, avoir un smartphone, c'est un luxe déjà aussi, hein. Enfin, c'est un luxe. Heu, Bizarrement, ils avaient tous un smartphone alors qu'ils avaient même pas, une fenêtre à leur porte. Alors donc non, c'est vrai que le smartphone, moi je suis anti-smartphone, j'essaie d'avoir le pire portable possible parce que je trouve ça j'ai le luxe de choisir finalement où j'alloue mon temps, on va dire peut-être, mmh. et ça me choquait qu'eux, ils avaient, l'un de leurs premières, investissements disons, c'était de s'acheter un smartphone alors qu'ils avaient même pas une fenêtre à leur maison. Heu donc ça, c'est vrai qu'ils Ouais, avaient mais un smartphone. c'est non, mais c'est tout simplement parce qu'ils ont la météo qui leur permet de pas avoir de fenêtre à leur porte aussi, j'en sais rien, tu vois? Mais Non, mais parce que c'était, des maisons de tôle, ah tu oui, sais, oui, oui, bien c'est sûr, ouais. les fenêtres, c'est découpé au cutter, quoi, hein. Ouais, bah, pourquoi ajouter une fenêtre, hein, j'ai envie de dire, ouais, ça non, mais c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose que, tu pas le premier à me le dire. Alors pas forcément sur les Salvadoriens ou en Amérique centrale, mais même en Asie, tu la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu prends l'histoire de certains pays asiatiques qui se sont développés ou qui se développent encore aujourd'hui de manière assez fulgurante, je pense par exemple aux Philippines, entre autres, hein. Le Laos aussi, c'est le cas, le Cambodge aussi, c'est le cas. Toi, les personnes, dès qu'ils ont un peu d'argent, la première chose qu'ils vont acheter, c'est un smartphone, et C'est une sorte de c'est un statut social, hein. ah, oui et non, je pense. Il y a le côté statut social, ça peut jouer, c'est clair, mais il y a aussi, en fait, toutes les possibilités que t'offre un smartphone. Parce qu'un smartphone, c'est pas uniquement pour jouer à Candy Crush, hein, ça te permet d'appeler, ça te permet d'accéder à internet, ça t'ouvre, des potentiels qui, je pense que d'un point de vue humain, c'est plus intéressant d'avoir un smartphone que refaire ta fenêtre si elle est pétée, tu vois? Ouais, Ça, c'est argument, c'est vrai. c'est pas la même fenêtre sur le monde que ça t'offre, on pourrait dire ça comme ça, quoi. Mais toi, si tu veux pas être à la rue, je pense que ouais, dans ces pays-là, il faut avoir le smartphone parce que c'est ce qui te permet aussi de pas te déclasser socialement via le statut, mais même économiquement parce qu'au moins t'es pas largué, quoi. T'es au fait des news, t'es au fait des opportunités. Ça peut être, je pense que ça peut être intéressant. Probable. Mmh. Ouais. Et alors justement, si on continue, donc le Salvador, donc d'ailleurs, tu une petite question, parce que tu sais, si je mets ma petite casquette de franchouillard, un peu anti-salvadorien, non, je suis pas anti Bukele ou pas anti-Salvador, tu vois? Mais on va dire le journaliste de base en France qui est le plus beau des gauchistes qui soit, il va dire: «Oui, mais le Salvador, les droits de l'homme, tout ça, machin». Toi qui étais sur place, qu'est-ce que le Salvadorien lambda, celui qui a pas de fenêtre à sa porte, qu'est-ce qu'il va te dire, hein? Est-ce que, pour lui ça est-ce qu'il est alarmé par les droits de l'homme qui sont foulés du pied, ou est-ce Je vais que, te dire je vais te dire un truc,
il y a de grandes chances que le Salvadorien sans fenêtre, il a un mug de Bukele et un tableau de Bukele chez lui. Bah, ouais, mais ça m'étonne pas. C'est il est adulé. Quand je te dis que je vois 90 de réélection, c'est vraiment certainement ce qui s'est passé, voire possiblement ça s'il y a de la corruption, ça aurait dû être plus. Je n'ai pas rencontré une seule personne, une seule, qui n'adulait pas Nayib Bukele sur place. Si, j'en ai rencontré, mais ce sont des expats. Et il y a des choses à dire, on pourra en parler, il y a quelque chose, il y a des quelques trucs négatifs, à dire, sur Nayib Bukele. Mais en fait, nous, parce qu'on arrive en tant qu'expats et on arrive une fois que la sécurité est un problème réglé. Mais pour tous les Salvadoriens qui n'ont pas pu sortir de chez eux pendant 20 ans, qui n'avaient pas de futur, qui savaient pas comment élever leurs enfants, qui, n'avaient aucun espoir et qui n'ont jamais pu créer, heu Nayib Bukele, c'est juste le messie qui est arrivé et qui a réussi à les libérer et en fait, on va entendre en France, que, tu vas possiblement avoir, un non-respect des droits de l'homme. Premièrement, faut différencier les prisons. Il y a Mmh. uniquement le CECOT, qui est la prison pour les gangs, C'est qui vrai. est celle dont tout le monde parle, qui a effectivement des conditions, très difficiles. Mmh. Les autres prisons, pour les personnes qui auront, fait toutes sortes d'autres crimes, seront beaucoup plus normales. Elles ressembleront aux prisons que l'on va avoir en Europe. Il y a que le CECOT qui est vraiment une prison qui remet en question les droits de l'homme. Après, la question est, toutes ces personnes-là qui étaient dans un gang, est-ce que les laisser, en dehors, à l'extérieur ou quoi, est-ce que ça va être un net positif? Enfin non, on sait que ça va être un net négatif, mais dans le sens où elles ne respectaient en rien, les droits de l'homme. Elles ont absolument fait, des atrocités et elles ont empêché tout le monde de se développer et elles ont tué un nombre de personnes, inimaginable. Pour l'anecdote, on me racontait que, au moment de l'élection des présidents, en fait, tu avais systématiquement le parti opposé qui avait perdu, qui Mmh. finançait les gangs pour faire des mutineries. Ah ouais. Et donc pour, faire augmenter, la les chiffres de criminalité sous, la présidence du parti adverse. Mmh. Et au moment de Nayib Bukele, c'est ce qui s'est passé également a priori de ce qu'on m'a enfin c'est des gens qui m'ont raconté ça, que, au moment où Nayib Bukele, a pris la présidence, tu as eu, des mutineries au début qui ont été financées par, les partis opposés. Et les gangs ça faisait partie de l'entrée dans un gang, c'était, de tuer à ton tour. Donc en fait, chacune des personnes, des gangs, sont des assassins ou allaient être des assassins et à partir de là, ce sont ces personnes-là uniquement qui sont dans le CECOT. D'accord. Ensuite, j'ai posé plusieurs fois la question aux locaux: «Est-ce que toi tu connais ou tu as entendu parler de quelqu'un qui fait partie enfin qui a été, amené au CECOT, et qui était innocent?» Parce que tu sais, on en entend parler. Mmh. Et tout le monde m'a raconté, j'ai eu quelques anecdotes de effectivement, j'ai eu un oncle qui a été emmené au CECOT alors qu'il était innocent et cetera. Et en fait, c'est parce que durant, au tout début, au tout début, tu avais une razzia qui était faite, et ensuite tu as pas de jugement lorsque tu es, défini tu es tu défini comme, faisant partie d'un gang. Par contre, pour ceux pour lesquels il y a des doutes, là, tu as un jugement, effectivement. Donc ceux auxquels il y a des doutes, en fait, c'est parce qu'ils ont emmené en prison également tous ceux qui aidaient les gangs, qui n'en faisaient pas forcément partie, mais qui les aidaient. Donc par exemple, si tu étais, le taxi d'un gang, et ben là, tu peux avoir été en prison aussi. Mais seulement si, tu as, des preuves comme quoi ce gars-là aidait c'était le taxi du gang, tu vois? Mmh. Seulement s'il y a des preuves. Et donc en fait, tu as eu certaines fois où tu as eu des voisins qui ont dit: «Lui, il avait aidé les gangs» et en fait, c'était pas le cas. Et au bout de 6 mois, au moins de 6 mois, ils ont été libérés. J'ai parlé avec énormément de locaux. Je ne connais personne qui connaît quelqu'un en prison d'innocent ou proche de l'être. Par contre, tout le monde connaît des personnes qui sont actuellement au CECOT, mais tout le monde, de près ou de loin, qu'ils aient grandi, que c'était leurs voisins, qui traînaient en face de chez eux et cetera. Tout le monde connaît des gens qui sont dans le CECOT et tout le monde est unanime comme quoi ils le méritaient. OK, très bien. Et c'est pas ce que j'ai forcément entendu moi de personnes qui sont au Salvador. Il y a des fois des cas qui peuvent poser question, tu vois? Moi je sais que j'aurais une personne qui est au Salvador du coup qui me disait que sa voisine ou son voisin, je sais plus, les ils avaient une cousine ou en gros qui était justement, enfermée pour affiliation à un gang ou j'en sais rien, tu vois? Et la fille en question, c'était très peu probable, enfin selon eux en tout cas que ce soit le cas.
Alors moi du coup, bah, du coup, mon pote que j'ai parlé tout à l'heure, c'était son oncle du coup qui avait été emprisonné pendant 6 mois. Et en fait, ils ont pas il y a eu aucune preuve et les preuves, c'est en fait, par exemple, une photo comme quoi il était, pris en flagrant délit en train d'aider les gangs d'une certaine manière parce qu'il travaillait pour eux ou qu'il faisait un qu'il faisait quelque chose pour eux de manière récurrente. Et du coup, il a été libéré parce qu'il y a pas eu de preuves. Si la cousine est encore en prison, c'est que théoriquement, en tout cas, si la justice a bien fonctionné pour tous les cas que j'ai eu moi, c'est qu'il y a eu une preuve à un moment et peut-être que malheureusement pour elle, elle les a aidés que quelques fois. Mais à partir du moment où effectivement tu as participé à un gang, que ce soit tu les as aidés, Ouais, tu réc fait le de manière chouf ou pas? récurrente et Ouais. bah, ouais, Ouais, bah, écoute, après c'est voilà, tu joues, tu perds, mmh, voilà et c'est comme ça et puis après, et après alors tu sais, ça c'est un argument qu'on va dire, c'est que oui, il y a peut-être des innocents en Sécotte et tout ça machin, mais après il faut se dire une chose, c'est OK, tu emprisonnes, allez on va dire, je crois que c'est 1 de la population, voilà, je Sécotte, enfin, je crois que c'est à peu près 70 000 personnes, hein, qui avaient été emprisonnées, quand avec la loi martiale qui avait été mise en place. Mais après voilà, c'est le but du jeu aussi, c'est d'enfermer un minimum de la population, donc le pourcentage qui fout la merde en fait, pour laisser les 99 autres ou les 98 autres pourcents de la population vivre, librement, tu vois? Et là, tu le disais depuis tout à l'heure, tu vas au Salvador, tu peux laisser ta gamine, le soir dans la rue, tu peux, laisser tes effets personnels, j'en sais rien, à l'extérieur, il va rien se passer, enfin je veux true dire, story, j'ai oublié mes AirPods, sur une table à un moment et 2 heures après, ils y étaient encore. ouais, voilà, enfin, tu vois, tu as quand même une atmosphère qui, qui est vraiment géniale pour tous ceux, en fait, qui sont normaux. C'est-à-dire tous ceux qui veulent, tout simplement prospérer, avancer dans leur propre vie, quoi. Et ça, c'est un peu le ouais, c'est un peu le truc qu'il faut sous-peser, quoi. Est-ce que ça vaut le coup justement d'enfermer peut-être à quelques innocents un faible pourcentage de la population pour laisser la majorité vivre, comme bon leur semble? Bah, en fait, ouais, peut-être, ouais. En tout cas, Oui les et Salvadoriens puis ont l'air d'être d'accord pour. tout le monde est content, totalement et puis est-ce qu'il y a pas des innocents de la même manière, dans les prisons, européennes, américaines? Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ce qu'il y a pas d'innocent. En tout cas, nous, notre problème, je pense, c'est qu'on a, en tout cas, des personnes qui sont Ça pas du tout innocentes qui sont à l'extérieur, pe quoi. ouais, personnellement, ça m'étonnerait qu'aux Sécottes, de tout ce que j'ai pu, entendre, il y ait des innocents ou en tout cas, il y en ait beaucoup. Mmh. Parce qu'aux Sécottes, c'est vraiment quand même ceux qui ont été, clairement, définis comme faisant Ouais. partie d'un gang. Donc vraiment le mec, il a pas de chance, il venait de se faire tatouer, qu'il avait pas encore eu le temps de faire son premier crime, d'initiation dans le gang, et il s'est fait arrêter, le premier jour ou je sais pas. Vraiment il a et puis, comme je l'avais entendu dans une interview de Naïb ou de quelqu'un d'autre, c'est qu'une question de temps avant que cette personne, réalise un crime. Donc OC Code qui est vraiment celui uniquement pour ceux qui faisaient partie des gangs, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'innocents ou qu'il y en ait. Très bien, non, mais c'est super d'avoir ce point de vue, quoi. Moi, une dernière chose, moi, que j'ai envie de dire sur le Salvador, c'est que moi, j'ai toujours l'impression que le Salvador, c'est le prochain Singapour d'Amérique centrale. C'est-à-dire idéalement, situé en plein cœur d'Amérique centrale, face à le Pacifique, avec un leader qui est assez autoritaire, hein, ça faut le dire aussi, hein. Le clan Bukele, parce qu'il y a pas que Nayib Bukele, il y a le clan Bukele qui est à la tête du pays. Voilà, ils ont quand même des méthodes totalement assumées, de maintien de l'ordre, de sécurité, voilà, pour garantir justement l'épanouissement économique du pays et à plusieurs égards, ça me fait beaucoup penser à Lee Kuan Yew, donc qui était le premier président de Singapour, hein, dans les années 60, hein, où le mec, juste pour te raconter très brièvement l'histoire de Singapour, Lee Kuan Yew, il est arrivé dans les années 60, il est resté plusieurs décennies au pouvoir parce que je crois qu'il a quitté le pouvoir dans les années 90, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, je sais que Singapour, en tant que nation, ils ont connu depuis les années 60 uniquement 4 premiers ministres. Donc ça te donne un peu aussi une idée de la stabilité politique du pays. Et lui, quand il a pris les rênes de sa petite île, hein, Singapour, dans les années 60, c'était un village de pêcheurs. Par contre, il a transformé ce village de pêcheurs, bah, en mégalopole mondiale, qui attirait énormément de capitaux, donc avec, bah, voilà, c'était un paradis fiscal pour justement, permettre aux étrangers d'investir et en quelques décennies, bah, c'est devenu, bah, voilà, la ville qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Idéalement, bien située dans le détroit de Malacca et qui, voilà, qui a un hub, juste gigantesque et quand tu prends Singapour, bon, années 60, on va dire jusqu'aux années, 2020, donc on est sur 60 ans. En 60 ans, ça a été totalement métamorphosé et on peut se poser la question: «Est-ce que ça va être la même chose avec le Salvador?»
Il y a un monde dans lequel, Nayib Bukele réussit à amener, le Sal c'est sûr qu'il va l'amener dans une meilleure direction dans tous les cas, mais Nayib Bukele, ça reste un populiste et les locaux l'adorent, mais par contre, comme je t'ai dit, en fait, ceux qui sont arrivés une fois que la sécurité était déjà établie, il y a quand même des choses à dire sur Nayib Bukele. Mmh. Par exemple, dans le sens où c'est un populiste, par exemple, tu as eu, un moment où moi, quand j'étais sur place, ils sont en train de refaire une route qui mène de la plage vers la capitale et dans les travaux de cette route, tu as eu à un moment un éboulement et ça a créé des énormes embouteillages. Qu'est-ce qu'a fait Naïb, mais lui en personne, pour «dédommager» entre guillemets la population? Il a dit, «Désolé pour ça, c'est de notre faute. En échange, on va vous mettre les transports publics gratuits pendant une semaine». Du coup, il met les transports publics gratuits pendant une semaine. Qu'est-ce que le problème, c'est que les transports publics en Amérique latine, ceux qui connaissent l'Amérique latine, vous le savez, heu, c'est très défaillant. Tu vas te retrouver toujours dans le privé parce que, les transports publics sont, c'est de la merde et tu vas en avoir, tu sais jamais à quelle heure ils arrivent. Ils sont vraiment horribles. T'as aucune fenêtre qui est fermée, t'as aucune porte qui se ferme, et cetera et en fait, tu vas avoir principalement du privé. Mmh. Et d'ailleurs, c'est génial parce que c'est la différence un peu, enfin privé-public, mais en fait, quand le secteur public est une infime portion, du marché, bah, le secteur privé apporte des prix très bas parce que tu as un énorme marché à prendre. Et donc, ça te coûte vraiment rien du tout. Ça doit te coûter, je sais pas, 15 centimes ton aller, de 40 minutes de bus. C'est de dollars ou 25 centimes, je sais plus. Mmh. Bref, ça coûte rien. Mais bref, ils te mettent donc, le bus public, gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, les, entreprises privées disent: «Ah mais du coup, là, c'est concurrence déloyale, donc, on va fermer». Donc, pendant une semaine, les entreprises privées disent, enfin les transporteurs privés disent: «Bah, nous du coup, pendant une semaine, on va pas travailler». Et là, Naïb les a forcés à travailler. Forcés. Sinon, je ne sais pas quelle était la sanction, mais en tout cas, la chose est telle qu'ils ont dû travailler. Donc c'est, le président qui a forcé un peu, je trouve que ça fait un peu esclavagisme, des personnes à aller travailler, parce que le président est un populiste qui, dès qu'il y a quelque chose qui va mal et ben, il va vouloir donner quelque chose de, entre guillemets, on le sait, «gratuit» à la population, alors qu'ils le payent bien sûr dans leur poche gauche, heu et ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, donc les gars de Mi Primer Bitcoin sont en train de partir. À la base, c'était une association, qui s'est, créée, au Salvador pour pouvoir, éduquer la population et ensuite, une fois qu'ils ont créé énormément de matériel, ils l'ont, globalisé. Donc ils ont créé plein de nœuds à l'étranger, mais tout a commencé au Salvador. Et Mi Primer Bitcoin, maintenant, sont repartis du Salvador. Pour une raison, c'est parce qu'ils ont été évincés, du Salvador parce que l'éducation de Bitcoin est exclusivement, faite par le gouvernement et eux qui faisaient une éducation gratuite, parce que c'est uniquement financé, c'est une association, financée par des donations généralement de grands bitcoiners. Elle faisait une éducation gratuite et bah, elle a été sortie, des écoles, des circuits dans lesquels ils fournissaient une éducation, de Bitcoin et donc Mi Primer Bitcoin n'est plus basé au Salvador, maintenant ils sont internationaux. Ils ont encore des gens, sur Mmh. place, mais c'est plus, le lieu n'est plus, le Salvador même, parce qu'ils ont eu ce ras-le-bol, tu D'accord. Ah ça je savais pas. Je savais que Mi Primer Bitcoin avec Quentin, justement, s'était implanté au Salvador pour, justement faire l'éducation autour de Bitcoin auprès des jeunes. Mais je savais pas que l'aventure s'était terminée parce que le gouvernement salvadorien avait décidé qu'ils allaient prendre ça en charge maintenant, Ouais. J'avais rencontré, Gloria de Mi Primer Bitcoin, on avait fait une interview à un moment et je lui avais posé la question sur Max and Stacy et elle m'avait dit, que, c'était, leur enfin ça ses héros avant de les rencontrer Mmh. et Ouais. que, finalement, bah, ce sont eux qui sont dirigeants de la Bitcoin Embassy, donc finalement ce sont eux qui gèrent l'éducation Bitcoin, au Salvador et ce sont eux finalement, les grands méchants selon, selon ce que disent, les gens de les bitcoiners sur place en tout cas, parce que, ils sont totalitaires dans leur manière, d'éduquer, de grappiller sur le marché, de monopoliser, l'éducation, et en fait, ils y retirent les ONG. C'est terrible. Ils Max interdisent Kaiser et les Stacy ONG. Kaiser.
Pour ceux qui Exact. connaissent pas Max et Stacy, c'est alors Max, lui, c'est un OG, Bitcoin depuis lui, 2010, je pense. de pardon 2010-2011, hein, lui, c'est très, très, très tôt, donc le gars est Il distribuait des cartes avec 10 000 bitcoins dessus, quand ça valait 1 $, 10 $. Enfin, ouais, c'est ça, enfin le voilà, le mec, voilà, c'est ce genre de personnage et c'est un couple qui est alors extrêmement enfin très extravagant. Faut juste aller sur sa page sur Twitter, sur X pour voir à peu près, ce qu'il y poste. Dithyrambique à l'égard de Bukele, du régime salvadorien, ça faut le noter, hein, c'est-à-dire que c'est les premières pop girls de de Bukele les 2. totalement. Non mais c'est vrai en plus, hein, c'est hallucinant, hein, les mecs c'est des, ça suce mais comme jamais quoi. C'est et non mais C'est moi chaud. franchement ce que tu me dis ça m'étonne pas tellement en fait. Ça m'étonne pas tellement parce qu'ils sont moi je les ai déjà vus, tu sais, défendre Bukele, défendre le régime salvadorien où des fois tu te dis: «Ouais, bon, OK, faut pas non plus pousser le Ouais. bouchon quoi» mais Mais par exemple, moi, juste avant que j'y aille, avant qu'on aille au Salvador, je montrais, c'était la Bitcoin conférence, de 2024, et en fait, il y avait Max et Stacy qui faisaient une conférence. Du coup, je disais à ma copine: «Vas-y, on la regarde ensemble en direct», parce que je voulais qu'elle ait la motiver à ce qu'on aille au Salvador quelques mois. Et il était en mode: «Bukele, Bukele», et il avait que sa casquette, Bukele 2028 parce qu'il avait pas le droit de se représenter normalement. Mais là, il a du coup changé la constitution 2 fois pour pouvoir, se représenter, indéfiniment. Ce sur lequel ça par contre, ça c'est pas, j'ai pas de problème sur le fait que la population puisse, le réélire s'ils le veulent, mmh mais par contre, ça montre, quand même ses ambitions. Il y a un troisième point sur lequel, je me souviens, alors les chiffres vont être possiblement approximatifs, mais donc, sans dire son nom, il y avait, quelqu'un d'une boîte, du Salvador qui m'avait raconté que, alors comme toujours dans les autres pays, la pension, donc la retraite publique avait été un énorme fiasco, et donc ils ont fermé, toute la retraite, tout le système de retraite publique. Mais en fait, le problème, c'est qu'au moment où tu le fermes, tu t'es quand même engagé sur tes générations à financer leur retraite. Et donc, ils ont un énorme problème de dette. La dette publique au Salvador est quand même très élevée. C'est pour ça que d'ailleurs, ils ont des dettes avec, l'IMF. Et il ce qu'il m'avait raconté, c'est que 90 alors maintenant, donc la majorité du système de retraite repose sur le privé. En tout cas, la majorité des cotisants cotisent à quelque chose de privé. Par contre, ceux qui reçoivent, ben, ils reçoivent encore énormément de cette publique, et en fait, 90 des f de l'argent des fonds de pension privés, sont investis en dette étatique, la dette émise pour financer la retraite publique. Et en fait, elle est forcée, les retraites privées, les fonds d'investissement, les fonds de pension sont forcés d'acheter absolument toutes les obligations émises dans le cadre de la retraite publique. Donc en fait, mh. finalement, tu te retrouves à, au lieu d'épargner pour ton futur, pour ta retraite, finalement, tu t'achètes de la dette, de la dette étatique. Ouais, Et ce système perdure, sous Bukele, et on a vu que, quand moi j'y étais début 2025, il a repris un prêt auprès de l'IMF, je crois que c'était 3,5 milliards ça. pour, le Salvador, c'est une grande quantité. Je crois que leur dette publique, c'est genre 30 milliards, un truc comme ça, donc c'est quand même 10 de leur dette publique en plus. Bien sûr, ça vient avec, des 7 à 9 d'intérêt, je sais pas combien c'est, mais, c'est des intérêts colossales, que doivent, payer, la population, et qui s'amassent déjà sur une énorme quantité de dettes, au préalable. Et Bukele finance énormément de choses par la dette. Par exemple, tu vois l'énorme bibliothèque dont tout le monde parle? Oui. Financée par la dette, j'y suis allé 3 fois. J'y suis allé pour travailler, alors la première fois tourisme, deuxième fois pour travailler, troisième fois parce qu'il y a un resto. J'y suis allé 3 fois. Il y avait une fois, c'était le week-end, 2 fois en semaine, OK. et systématiquement, c'était vide. Il y a personne, et le resto, alors il est sur le rooftop. Mmh On arrive et on monte avec ma copine, le resto vide, pas une seule table. Par contre, tu as peut-être une trentaine de tables, et OK. d'un coup, tu as genre 5 camareros, je sais plus comment tu dis en français, qui arrivent sur nous et qui sont à nos petits oignons, mais parce qu'ils ont tellement enfin, il y a personne et ils sont là tout le temps, ils ont, il y a voilà, ils ont du temps, tellement de temps libre, et donc ça a été financé par la dette, et alors que le pays, croule déjà sous une grande quantité de dettes.
et Naïb utilise ce levier. C'est pour ça que quand même, je pense que c'est un populiste avec une bien meilleure vision que la majorité, voire l'ensemble des autres populistes de la planète Terre, qui sont absolument tous les autres présidents. Hem, donc ça reste le moins pire, mais par contre, j'ai quand même, mes gardes sur, Bukele, tu vois? Ouais, bien sûr, hein. Et la fameuse bibliothèque qui a été, je crois, construite par les Chinois, si je dis pas de C'est bêtises, ça. hein. Ouais, c'est Ouais, ça. il a repris un dernier endettement quand moi j'y étais en début 2025 Ouais, et donc avec le FMI, 3,5 ouais. milliards. Ouais. Et du coup, le FMI qui maintenant a mis une interdiction, à Bukele d'acheter du bitcoin. Ils ont dit, interdit absolument tous les créanciers, si je me trompe pas, de l'IMF, d'acheter du bitcoin. Et donc le Salvador en fait partie et ils continuent, soi-disant, d'acheter du bitcoin. Parce qu'ils continuent de mettre un bitcoin de plus dans leur balance, comme ils avaient dit, un bitcoin par jour, et cetera. Absolument tous les bitcoiners qui sont sur place au Salvador, qui sont un peu bien connectés, et cetera, m'ont dit que c'était de l'énorme bullshit, que bien sûr qu'ils ont arrêté parce que, ils ont pas le choix et que en fait, ce qui se passe, c'est que, il y a, plusieurs alors de ce qu'on m'a raconté, il y a plusieurs wallets et en fait, par exemple, tu as le wallet du passeport à 1 million de dollars payé en bitcoin. Celui-ci n'a jamais été le wallet principal et a toujours été un wallet à côté. Et a priori, il y aurait possiblement ou il y aurait eu ou il y a encore un peu de minage. Maintenant, apparemment, ils auraient plus le droit, mais il y aurait eu. Et ça, pareil, ce serait pas le même wallet. Donc, en fait, ils seraient juste en train de faire des reversements. Mais ce genre de choses fait que Bukele essaye d'avoir cette image parfaite, alors que dans la réalité, il y a des choses à dire, tu vois. Ouais, bien Il y a des sûr. choses qui sont beaucoup plus floues, Ouais. outre. Le fameux wallet, en effet du Salvador. Pour ceux qui ne pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que en fait, depuis que Bukele, est arrivé au pouvoir, tous les jours, en fait, ils achètent un bitcoin. Il y a un bitcoin qui stack en fait, hein, tout simplement, qu'ils ajoutent, voilà, de jour en jour à leur wallet, hein. Et ils ont eu en effet l'interdiction du FMI d'en acheter pour avoir le fameux prêt et pourtant ils continuent, en tout cas ce wallet continue d'être alimenté. Alors moi, mon hypothèse, hein, c'est que je pense que c'est Max Keiser, tu vois? C'est qui envoie un bitcoin, tous les jours, tu sais? Pour que le pour que Ouais, le ça va, ils sont tranquilles pour 1000 ans, ouais, c'est ça, pour ouais, 10 000 ans. pour que le rêve perdure, tu après bon, le problème de ce wallet-là, c'est qu'on a les adresses des transactions. Après, on sait pas qui possède véritablement le wallet. Voilà, on sait pas comment non plus les bitcoins transitent, enfin, extrêmement opaque, voilà, Bukele va dire que tout est dans un coffre, super bien gardé sur un hardware wallet et tout ça, mais ça se trouve, c'est juste des coins qui sont recyclés et qui s'ajoutent, comme ça, j'en sais rien, tu vois? Mais en tout cas, ouais, moi, je pense pas que ce soit si véridique que ce qu'ils disent, en fait. Je pense que c'est beaucoup d'enfumage, hein, cette histoire. Totalement. Tu avais eu un document qui était sorti de l'AMF il y a quelques mois maintenant, c'était bien après, qui confirmait l'arrêt des achats du Salvador Mmh. d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est pour ça, moi, De je suis persuadé qu'ils achètent pas, en fait, oui, d'où viennent les bitcoins, ça, voilà, on sait pas, mais à mon avis, voilà, ils achètent pas. Après, tu dis: «Oui, il y a les bitcoins du passeport salvadorien», parce qu'en effet, Bukele avait mis en place un truc où, en gros, tu achetais ton passeport contre, 3 ou dix bitcoins, c'est je crois? c'est Non? 1 million de dollars. 1 million de dollars, ouais, c'est ça. Donc en fait, grosso modo, quand Bitcoin est à 100 000, Je sais pas qui a fait ça, mais je ouais. crois qu'il y en a. Ouais, Je c'est sais ça, pas ouais, qui a bah, j'en ai vu un certain qui avait leur passeport bitcoin au Salvador, donc ouais. ils ont Ah ouais? dépensé, ouais, ouais, donc ils ont dépensé, voilà, à peu près une dizaine de bitcoins, 1 million de dollars pour l'avoir, hein, donc enfin, voilà et Parce donc que tu je crois que c'est au bout de 4 ans, sinon 4 ans ou peut-être 5 ans de résidence, que tu peux avoir la nationalité. Peut-être que je me gourre, c'est peut-être juste pour la résidence, mais non, je crois que c'était, parce que, j'en connaissais qui faisaient en sorte de pas trop bouger du Salvador parce qu'ils voulaient leur ouais, passeport, si je me trompe pas. Mais je OK. crois que c'était pas si long que ça, hein, c'est peut-être 5 ans, Après c'est c'est ah, plus c'était 3. Mais je crois que c'était même 3 ans pour moi parce que pour moi, en tant que hispanophone et avec j'ai la nationalité espagnole, je crois que c'était 3 ans pour les pays hispanophones et 5 ans pour les pays, non d'accord, hispanophones OK, ouais. pour obtenir le passeport, si ma mémoire est bonne, mais D'accord, OK. j'avais regardé ça il y a longtemps. OK, non, mais c'est intéressant parce que donc tu as à la fois donc les bitcoins qui peuvent faire rentrer, via ce dispositif-là, donc pour toutes les personnes qui ont acheté ce passeport à 1 million de dollars.
Et en effet, tu l'évoquais, il y avait ce projet, alors je sais pas où ils en sont, je pense que ça a été abandonné, mais de minage, hein, sur l'énergie géothermique des volcans, salvadoriens. Je sais pas d'ailleurs où ça en est. Bitcoin City, je crois que ça s'appelait. Oui, non, ça a pas avancé et puis Ça a surtout pas que vu avancé, qu'ils ont ouais. l'interdiction de miner ou d'accumuler du bitcoin, bah, dans tous les cas, ça risque pas d'avancer maintenant. Mais une chose qui était intéressante, c'était qu'ils avaient aussi le projet de faire des bons, enfin en tout cas de la dette, d'émettre de la dette adossée sur du bitcoin. Ça a pas été fait, je pense que voilà, encore une fois, interdiction du FMI, interdiction des banques centrales de faire un Mmh. truc de du genre parce que c'est un produit financier qui est extrêmement intéressant, je pense et Tu que si retires le contrôle absolu des États-Unis ou de la Chine maintenant du coup, parce qu'ils vu que maintenant ils se jettent dans la gueule du second loup. c'est ça. Mais en tout cas, ouais, ça, je sais pas si on aura le temps d'en parler ce soir, mais le l'idée d'avoir de la dette étatique, des obligations, d'État qui soient adossées en partie justement à Bitcoin, c'était extrêmement enfin d'ailleurs, c'est toujours une idée qui est très, très intéressante et par contre, c'est une idée qui ne verra jamais le jour parce que jamais les banques centrales, n'accepteront ça. Parce qu'en effet, ça c'est beaucoup trop Tu as dangereux un pour le système. article de Alex Gladstein qui est je sais plus comment il s'appelle, c'est un titre à rallonge, mais c'est genre «How the IMF and the World Bank, appauvrissent les pays en voie de développement au profit des pays, développés», et c'est en utilisant justement la dette parce que cette dette est dénominée dans les monnaies fiat, dominantes, et avec de gros intérêts, de grosses restructurations de ces pays vers l'export parce que, il faut Bien du coup sûr, exporter pour obtenir cette monnaie et en fait, c'est juste, c'est une extraction de ressources, gigantesque, mais tu l'offres à des personnes qui a des souvent des dictateurs qui s'en mettent, au passage, dans les poches. Et donc cet article, il est assez long, mais je vous le recommande et puis de nos jours, tu as des IA pour le résumer au pire, donc pas d'excuse mmh. pour pas lire cet article qui est vraiment génial, Ouais, bah, de Alex Gladstein. ouais, bah, ouais, je cet article me dit quelque chose, de nom en tout cas, j'ai certainement lu, mais Il en était effet, bah, paru c'est en 2022, dans Bitcoin Magazine ouais, ouais, ça me dit quelque chose. mais il fait genre une bonne quarantaine de pages, hein, Ouais, 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 assez ouais, bah, long ouais, même. non, bah, c'est ouais, OK, c'est celui-ci, ouais, il me dit bien quelque chose, mais après, oui, comme tu dis, c'est le système fiat, hein, qui fonctionne de cette manière-là. C'est qu'en effet, tu as tout intérêt à ce que les pays soient endettés parce qu'en effet, quand ils sont endettés, ils ont l'obligation d'ailleurs, je crois d'ailleurs c'est ça, hein, ils ont l'obligation de détenir des réserves de change, en dollars. Donc forcément, c'est bien pour les Américains parce que ça leur permet eux-mêmes d'exporter leurs dettes vers ces pays-là. Eux, donc les pays en question, ils sont tout le temps en déficit, hein, et en effet, ils sont condamnés, comme tu dis, à se retourner vers l'export, quoi. Parce que c'est que comme ça qu'ils peuvent acquérir du dollar pour leurs réserves de change et c'est comme ça que le système fiat, c'est que le grand et système et fiat, c'est je termine et juste sur ça, mais c'est le système fiat, la grande division du travail keynésienne entre ceux qui vont consommer et ceux qui vont produire à bas coût, c'est, la division du travail telle qu'on nous la vend, telle qu'elle est de manière très, très artificielle faite aujourd'hui, ouais. Et puis nous, dans nos économies, je sais pas quel est le pourcentage de consommation dans le PIB, mais ça doit être, énorme. C'est on n'est plus que des consommateurs parce que, on a encore des acheteurs de notre dette, mais combien de temps avant qu'on se rende compte en France, et en Europe et en Amérique que finalement on n'est pas si riche que ça, hein? Bah, c'est ça. En fait, c'est exactement ça, parce que quand tu prends ce que pourrait dire un économiste autrichien, la consommation n'est pas un indicateur de dette, hein, c'est l'épargne qui est un indicateur de dette, c'est-à-dire comment dire? C'est la capacité que tu as à ne pas consommer l'intégralité de ton revenu. C'est-à-dire que le revenu qui n'est pas consommé va dans l'épargne qui va ensuite être réinvesti dans l'économie et c'est comme ça que petit à petit, génération en génération, tu arrives à construire, tout simplement le capital et le capital, c'est Mmh. pas uniquement un capital financier qui va s'accumuler, c'est de l'immobilier, c'est, des biens capitaux, des biens intermédiaires dans l'industrie et c'est comme ça que petit à petit, bah, tu vas monter ta petite pyramide de sociétés avec un système productif qui va être complexe. Ce qu'on a fait nous aujourd'hui avec le système Fiat, c'est que toutes les sociétés qui se sont bâties pendant des siècles sur ce principe d'accumulation progressive du capital, bah, on a tout bradé, on a tout déconstruit, on a tout envoyé, notre système productif à droite, à gauche, hein, pour justement se concentrer sur le haut de la pyramide, c'est-à-dire uniquement consommer. Et en effet, tu as raison, ce système, il est totalement à la con parce que le jour où on va se rendre compte que personne ne veut notre monnaie, notre dette, hein, notre monnaie, on va se retrouver tout seul en tant que consommateur sans absolument rien pour, tout simplement pour consommer, quoi. C'est-à-dire pour produire nos biens de consommation et 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 c'est dramatique. et si la consommation commence à s'enrayer, alors du coup la croissance commence à s'enrayer
et tu vas avoir de moins en moins de enfin, tu vas avoir de plus en plus de prêts dans l'immobilier qui vont faire défaut et tu vas avoir du coup de moins en moins d'acheteurs parce que tu vas avoir moins de personnes qui vont pouvoir acheter de l'immobilier. Tu vas peut-être avoir l'immobilier enfin les banques qui vont commencer à fermer le robinet parce que, il y a de plus en plus de défauts, ça devient de plus en plus risqué et là, tu as une spirale négative et en fait, je pense que dans nos pays, tu as eu énormément aussi de consommation parce que tu as vu que on a tellement d'accès au crédit, tu as tellement d'acheteurs de dettes depuis tellement de décennies qu'en fait, ça a pu, permettre, aux actifs d'augmenter en valeur en disant: «Dans tous les cas, je pourrais le revendre plus cher parce que, lui aussi dans le futur, Ouais, ils auront à leur tour accès au crédit», ce qui ne sera pas forcément le cas non, et au moment où, il y aura finalement pas une autre personne pour t'acheter tes 20 mètres carrés à 1 000 000 $ et bah, tu vas t'apercevoir que finalement, tu es beaucoup moins riche que ce que tu pensais et c'est toutes les générations d'avant qui ont eu leur richesse qui a augmenté grâce à ça, bah, elles ont pu surfer sur cette vague de l'augmentation du crédit finalement et je doute que notre génération, puisse, surfer sur une vague telle, et pour ça heureusement, notre génération on a Bitcoin. ouais. Non, mais tu as totalement raison et ça, faut le rappeler, c'est que tout notre système est bâti sur cette fausse idée, cette illusion que la génération d'après va pouvoir elle-même consommer plus que la génération, précédente et Mmh. accumuler elle aussi toujours plus, toujours plus, toujours plus. Sauf que cette parenthèse dorée, elle est en fait, on a tellement sacrifié à la fois le capital passé qu'on a totalement bradé, on a tellement sacrifié la capacité des générations futures qui sont même pas encore nées à elles-mêmes bâtir du capital, qu'au final, on a 2 générations dans l'histoire de l'humanité, donc les ce qu'on appelle les boomers en général, hein, voilà, qui eux, ils ont tout poncé. Ils ont poncé le passé, ils ont poncé l'avenir, juste pour avoir cette parenthèse dorée qui n'a pu durer que 40, 50 ans, quoi. Et en effet, tu as raison, hein, les enfants qui sont nés aujourd'hui, ceux qui sont pas encore nés, ils vont jamais pouvoir acheter tous les biens, qui sont surévalués dans l'économie fiat actuelle et ça ça va péter d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est pas viable sur le long terme. Ouais. Et puis, du coup, petite parenthèse pour revenir à notre géographie, dont le thème d'avant. Maintenant que je suis de retour là en France, on me pose souvent cette question, «Comment tu fais pour vivre digital nomade et garder un lien social avec ta famille?» et cetera. Bah, voilà, de temps en temps, on est de retour à Paris et donc là, en ce moment, je suis à Paris et puis tu sais, quelque chose qui me frappe aux yeux, c'est que, tout ce qui se construit de nouveau, c'est dégueulasse. Tout ce qui se Mmh. construit, tout ce que les touristes viennent voir à Paris, c'est pas le tourisme, de Macron, c'est pas le tourisme de notre 5e République, c'est ce qui a été construit dans le passé. C'est c'est pas l'art contemporain, c'est, C'est heu, pas le centre Pompidou, non, c'est clair, hein. non, clairement pas. Non, mais t'as raison, c'est totalement ça. Quand tu vas à Paris, tu vas aller voir la Tour Eiffel, tu vas aller voir justement ce beau patrimoine du 19e siècle, ou tu vas aller voir le patrimoine un peu plus ancien, donc tout ce qui va être la Sainte-Chapelle ou Notre-Dame de Paris. Mais en effet, tout ce qui est beaucoup plus récent, là, tout ce qui est dégueulasse, ouais, bof quoi, non, en fait, là, c'est pas ça et ça aussi, c'est un beau symbole justement de cette époque où justement on perd pied et toi, je pense que ça se voit aussi, dans l'architecture. C'est-à-dire qu'on est totalement déraciné de là où on vient et on vit un peu comme si on flottait au-dessus des nuages, comme si, ouais, je pense que ça se ressent partout, ouais. Tu avais un livre super et je me souviens qu'on a la première fois qu'on avait échangé sur Twitter, mais c'était tu te souviens peut-être pas de moi, c'était il y a des années, on avait parlé de Bitcoin is Venice, Mmh. parce qu'on l'avait peut-être lu en même temps à ce moment-là. Ce livre, il en parlait super bien du reflet dans l'art, des sociétés en fonction de leur accumulation de patrimoine et à un moment, du coup, bon, il parlait beaucoup des Médicis qui avaient, grâce à leur capital, créé la splendeur qu'est, Florence et d'autres choses. Mais ensuite, il parlait de l'art contemporain et c'était à mourir de rire parce qu'il disait, en fait, c'est une course vers le fond, où en fait tu veux choquer, tu veux, rompre la beauté pour choquer parce que c'est plus facile, c'est plus court-termiste que de créer de la réelle beauté et il disait à partir du moment où tu veux plus que choquer et tu veux arrêter de créer de la beauté, en fait, tu as une course vers le fond qui est sans fin. Moi, j'avais lu ce livre il y a 4 ans maintenant, c'était un moment et je me souviens qu'il m'avait fait beaucoup rire sur, la laideur du monde, et que c'était en grande partie dû à, en fait, à la monnaie.
en tout cas à ce moment-là dans ma vie, je m'en rendais pas encore forcément Ouais. compte et ce livre avait été, pour moi, il m'avait bien ouvert les yeux. C'est ce livre, c'est une grosse claque. D'ailleurs, j'ai posté dans le lien sur YouTube, hein, dans le chat, hein, justement un article qui est la traduction de ce chapitre, qu'évoque Axel, où justement alors les auteurs, donc c'est, Alan Farrington et Sacha Meyers, ils évoquent justement Florence. Donc, ce que la famille des Médicis ont réussi à bâtir justement dans tout ce qui est art, culture, tout ça. D'ailleurs, je sais pas si tu as visité Florence ou pas, mais moi j'y suis allé il y a quelques années. C'est une ville qui est magnifique, en tout cas le centre-ville historique est vraiment magnifique quand tu as le Duomo, quand tu as la galerie des Offices, le palais des Médicis, enfin c'est magnifique et tu sens qu'à l'époque il y avait cette volonté justement d'investir et ça ils en parlent dans Beacon is Venice, hein, d'investir dans le capital culturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es tellement pété de thunes, hein, c'est-à-dire que tu as tellement réussi ta vie qu'il y a et d'ailleurs les Médicis c'était vraiment des hommes de la Renaissance pour ça, c'est qu'ils avaient tellement, gagné la vie qu'ils ont investi dans eux-mêmes. D'ailleurs, ils étaient d'ailleurs très sportifs, très cultivés et ils ont décidé d'investir pour la communauté. C'était leur ville, donc ils ont construit des trucs, enfin juste hallucinants et si vous avez l'occasion d'aller en Italie, la Toscane, hein, donc Venise, Florence entre autres, c'est magnifique. Il n'y a pas que Ah, Florence, j'y mais vais cet été, j'ai bien hâte moi. J'y ouais. suis pas encore allé. Ouais, la Toscane, moi je te recommande, Florence déjà parce que voilà, prends bien tes tickets à l'avance parce que c'est une saloperie là-bas, putain les Italiens. Mais en tout cas, ouais, visite bien la cathédrale de Florence, hein, le Duomo, tu as le Campanile qui est juste à côté, tu as le musée d'ailleurs du Duomo qui est super bien, la galerie des Offices, le palais, Vecchio, le pont Vecchio aussi, tu as le palais des Médicis. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique, hein. Et je sais que moi, j'avais été aussi à Sienne, hein. Donc Sienne, hein, c'est une autre ville toscane qui est à peu près, je sais plus, une petite heure de train de Florence et c'était la grande rivale pendant la Renaissance de Florence et les 2 se tiraient la bourre, toi et c'était vraiment génial et moi, je suis allé à Sienne pendant, une épreuve sportive, hein, qui est très connue, qui est le Palio de Sienne. Le Palio de Sienne, OK. c'est une course de chevaux dans la rue où les mecs, en fait, c'est une course de la Renaissance et qui est toujours, actuelle aujourd'hui et c'est juste super intéressant à voir. La tradition est véritablement vivante. À chaque quartier, en fait, qui a son écurie et chaque quartier, bah, font la course, fait la course les uns contre les autres et c'est vraiment, quelque chose d'assez chouette à voir, quoi. Mais voilà, ouais, donc et Chaque fois que je vais en Italie, je me prends une claque. ouais, l'Italie, c'est hallucinant, quoi. Moi, j'adore ce pays, d'un point de vue purement historique, culturel, l'architecture, les arts, les Italiens d'ailleurs aussi, hein. Les Italiens c'est pas si pire que ça, en fait. Ils sont plutôt, assez chaleureux et ouais, on fera un épisode si tu veux sur l'Italie parce que l'Italie, moi, j'ai fait plusieurs villes dont voilà, là, on parle de la Toscane, mais Rome, Naples et tout, c'est génialissime, quoi. C'est génial. Heu, et bah, du coup, ce que je te propose de faire là, ça fait à peu près 1h20 qu'on parle ensemble. Là, on a parlé un peu d'Italie, on a parlé du Salvador. Il y a un autre pays que tu connais très, très bien toi, en Amérique centrale, c'est le Mexique et je te propose voilà qu'on change un peu de cadre. On va du Salvador au Mexique et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Mexique? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu aimes? D'ailleurs, tu as projet d'y retourner, t'installer donc dis-nous tout. Effectivement, le Mexique. Alors, moi, j'ai pas rencontré ma copine au Mexique, mais elle est mexicaine. Et donc, on s'est dit l'année dernière qu'on allait se faire un pays chacun. Donc, moi, j'avais choisi le Salvador et elle a choisi le Mexique. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au Mexique. Elle avait envie de repasser un peu de temps, dans sa famille. Donc on a passé 6 mois là-bas et dès le début, alors le 1er jour de la sortie de l'aéroport, il y a son oncle qui vient nous chercher et il conduit une camionnette et en fait, sur sa camionnette, il y a que 2 places devant et nous, on était du coup, en fait, au derrière, mais je veux dire derrière, au-dessus de la camionnette, en extérieur, sur, 2 chaises de salon installées au-dessus de la camionnette et genre moi comme bon Européen, je vois une voiture de flic et je me cache. Et eux, ils se foutent de ma gueule. Mais parce qu'en fait, là-bas, tu peux être au-dessus de la camionnette, tu peux faire le poirier au-dessus de ta camionnette, tu peux être sans casque sur ta moto, c'est ton problème, c'est pas le problème des autres. Théoriquement, c'est interdit. Dans la pratique, personne ne le respecte. C'est la liberté, et j'adore ça du Mexique, c'est que tu as vraiment une liberté individuelle qui est folle. Et ça se ressent aussi d'un point de vue monétaire où je crois que c'est enfin plus de 60 des jobs, si ma mémoire est bonne, sont informels, le cash est roi là-bas. Tu payes, le plus la plupart du temps en cash. Le Mexique, c'est un pays donc avec énormément de liberté entrepreneuriale. Mmh Heu, mh. j'ai, du coup, dans la famille de ma copine, ils ont tous,
il y a des employés, il y a des employés, mais même en tant qu'employés, ils vont avoir un petit business à côté qu'ils auront, investi depuis longtemps. Il y en a qui ont 14 ans, 13 ans, qui ont déjà peut-être un petit local un petit vendeur de glace et ils ont déjà mis leurs premières économies et ils ont, un vendeur de glace qui, eux, ils l'ont fait durant un été et ensuite ils ont acheté le petit truc et maintenant ils ont, quelqu'un qui le fait à leur place et donc ils ont leur premier petit business qui génère leurs petits pesos et ils ont 14, 15 ans, tu vois? Et donc, tu as les enfants qui travaillent là-bas. Tu vas être dans un marché et tu vas voir les enfants qui travaillent. Bien sûr, il y aura les parents à côté, mais les enfants vont aider et Mmh. en fait, ma copine, elle a bossé depuis, de toute sa vie aussi. Elle vient de la classe moyenne, mais elle Mmh. aidait ses parents dans les business parce que ses parents, ils avaient plusieurs business chacun et du coup, elle les aidait et c'est pas quelque chose de pesant pour les enfants. Au contraire, ils grandissent avec énormément de maturité d'un point de vue, économique et d'un point de vue entrepreneuriat, ils grandissent avec énormément d'ambition et surtout, en fait, ils sont archi débrouillards. Tout le monde demain, tu mets un Français, qui bosse, tu sais, dans typique, je sais pas, qui bosse dans le consulting, et tu lui mets, avec, pas un clou, au milieu du Mexique, il va pas s'en sortir. Tu prends un Mexicain, tu lui mets avec pas un clou au milieu de la France, il va pas s'en sortir, je veux dire l'Européen, alors que le Mexicain, oui. Mmh. Ils vont être débrouillards et ils vont savoir créer de la valeur n'importe où et en fait, tu vas avoir aussi une super facilité à entreprendre parce que, tu vas avoir des business absolument partout. Tu veux créer, bah, du coup, un tout petit stand de glace, bah, tu le fais, soit dans ton garage, soit, sur ta rue, au pied de ta rue, tu as pas besoin de demander, l'autorisation. Bien sûr, il y a quelques zones où tu as besoin de demander une autorisation, mais dans la majorité des endroits, tu peux le faire n'importe où et tu vas avoir, Mmh. ton petit stand dès le début. En fait, tu marches dans une rue au Mexique, c'est rare qu'elle soit vide. Tu vas avoir de tout. Tu vas avoir des vendeurs de bouffe, tu vas avoir, tu vas avoir des vendeurs de je sais pas, tu as de tout. Tu et l'argent circule énormément, et donc en fait, tu as la facilité d'entreprendre, tu as la facilité de consommer, tu as en fait tous les corps de métier possibles. Je pense que c'est parce qu'il y a pas beaucoup de redistribution comme en France et Mmh. en France, tu as tellement de contrôle, par exemple, du salaire minimum, et autres redistributions que ça fait que ça fausse les prix vers le haut et ça force absolument tous les prix à s'ajuster vers le haut. Ce qui fait que, tu as beau, augmenter le salaire minimum, tu vas pas augmenter le pouvoir d'achat. Au Mexique, je fais des parenthèses, dans des parenthèses, mais en fait, par exemple, je pense, c'est toi l'économiste et tu le diras encore mieux que moi, mais tu sais très bien que le salaire minimum crée finalement en fait, une inemployabilité pour toutes les personnes qui atteignent pas la productivité minimum. Tout à fait. Et et en fait, tu te retrouves avec beaucoup de SDF. Là, je vis dans Paris depuis quelques mois et il y a énormément d'SDF et j'essaie d'avoir toujours à peu près quelques pièces dans ma poche pour pouvoir en donner et ma copine, elle s'énerve, elle me reproche de donner à des gens qui, en fait, ils sont juste dans la rue à rien faire. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, au Mexique, tu n'as personne qui ne fait rien. Parce que si tu vas avoir personne n'a une productivité tellement faible qu'il ne peut pas avoir accès au logement. Ceux Mmh. qui ne vont pas avoir accès au logement, en général, sont des ivrognes. Et sinon, en fait, juste un laveur de pare-brise à un feu rouge, bah, tu vas quand même réussir, tu vas te démener, tu vas avoir un travail parce que tu vas peut-être vivre à 2 heures de route, tu vas peut-être pas avoir de fenêtre non plus, mais tu auras, un logement, tu auras la décence d'avoir, un toit sur la tête, d'avoir, de la dignité parce que tu auras apporté de la valeur aux autres, et donc tu peux en fait vivre avec énormément comme tu peux vivre avec extrêmement peu. Mmh. Chacun à la hauteur de sa productivité. Alors qu'en France, je pense que, une fois si tu atteins pas cette productivité minimum, bah, comment un SDF peut sortir de la rue? J'en ai aucune idée. Je pense que la barrière est tellement grande pour réussir à en sortir que, tu te retrouves, piégé. Et du coup, elle me reproche de donner des pièces, enfin elle me reproche, au début, elle me le reprochait parce qu'elle comprenait pas et en fait, je lui disais: «Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse qui va le motiver à réussir à sortir de la rue?» J'ai pas d'idée parce qu'en plus, tu sais, les métiers sont verrouillés en France. Tu vas pas avoir de métier, où tu vas travailler au black facilement. Tu peux pas avoir de numéro de téléphone si tu as pas d'adresse. Tu peux pas avoir de compte en banque si tu as pas d'adresse. Enfin, je sais pas quelles sont les portes de sortie. Tu juste, on te retire ta dignité et tu juste, un bœuf on met de temps en temps, on lui donne un toit, une douche, mais tu es plus libre de progresser Mmh. et au Mexique, c'est pas le cas. Absolument tout le monde a, de l'espoir de s'en sortir, du métier le plus bas au métier le plus haut et
pour aller un peu dans l'extrême opposé, ce qui m'a choqué dès le début, c'est que les riches au Mexique se baladent en hélicoptère. À Mexico City, tu vois des hélicoptères passer. Et en fait, moi, au début, je faisais et en fait, ce sont les plus riches, généralement les PDG d'entreprises qui se baladent, qui se déplacent en hélicoptère et ça m'a donné un énorme boost de motivation, en fait, de passer de l'Europe à un univers où tout est possible. Où Ouais, d'un coup, tu peux être celui qui enfin, tu as aucun, tu aucun ceiling. Tu peux c'est clair, vraiment aller jusque, un niveau où, tu te déplaces en hélicoptère c'est dans ta routine et ça m'a donné une motivation gigantesque parce que tout est possible au Mexique et voilà donc pour ça, ouais. j'adore parce que je trouve que c'est un pays extrêmement libre, tu vois? Peux devenir la meilleure version de toi-même sans tes les freins administratifs justement qui sont là pour te foutre la tête sous la flotte. Et je pense que ceux qui se baladent en hélicoptère à Mexico City, je pense que ça vaut largement le coup d'opportunité d'acheter un hélicoptère, de payer, l'essence et cetera de l'hélico plutôt que de se taper les bouchons. Si tu un homme d'affaires Ils un sont minimum terribles. un minimum pressé, je pense que le coût d'opportunité est largement là, quoi. Et en tout cas, ce que tu dis, c'est extrêmement important et là tu mets le point sur, tu sais, quand tu parles des SDF à Paris, quand tu parles des Mexicains qui ont tous un petit boulot, en fait, qui sont toujours à faire quelque chose, tu mets le doigt sur quelque chose qui est essentiel, c'est ce qu'on appelle le problème des incitations dans l'économie. C'est que, en effet, quand tu es dans une économie qui est très administrée, très collectivisée comme la France, c'est-à-dire où tu as un salaire minimum, donc qui à la fois, en effet, va rendre inemployables toutes les personnes qui sont en deçà de la productivité marginale de ce salaire, et qui va aussi créer un effet inverse pour ceux qui sont beaucoup plus productifs que ce salaire minimum, mais qui sont quand même payés au salaire minimum parce que l'administration, fait que, voilà, tout le monde est au SMIC, en fait, si tu veux, en France. D'ailleurs, je ne sais plus combien de pourcentage de la population active est au SMIC en France, c'est juste, Le hallucinant. salaire médian est si proche du SMIC, C'est de ça, manière c'est que c'est c'est tout le c'est une monde, tout c'est le monde d'une est au tristesse, SMIC ou hein. proche. C'est ça, et le problème que ça crée, c'est le problème des incitations où les individus ne sont plus incités à être aussi productifs qu'ils pourraient l'être en temps normal, parce qu'ils sont ramenés à des salaires qui sont extrêmement bas et ils ne touchent pas justement les fruits de leur travail. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas l'argent qu'ils devraient toucher, du fait de leur productivité marginale dans le travail, et ça, c'est triste parce que ça rend donc inemployables les moins productifs, hein, et ça rend les plus productifs, hein, ceux qui sont au-delà du SMIC, ça les rend, enfin, ils ont aucune incitation à être productif, quoi. Et ça, c'est profondément grave parce qu'à l'échelle de la société, c'est une société qui fait du surplace, qui n'avance pas aussi vite qu'elle devrait avancer. Quand tu dis que, par exemple, au Mexique, il y a pas tout ça et tout le monde a une activité, moi, ça me fait juste te dire une chose, c'est que, en fait, l'être humain dans sa nature humaine est déjà, en fait, un entrepreneur de base. C'est-à-dire que chaque personne va essayer de fournir à autrui, en fait, des services, des biens, échanger tout simplement quelque chose avec autrui pour lui-même avancer et améliorer sa propre situation, et ce qui fait que l'être humain, et ça d'ailleurs les économistes autrichiens en parlent souvent, l'être humain est, comment dire? Naturellement poussé à l'échange, naturellement poussé à la coopération, à la division du travail, à la ouais, c'est ça, cette coopération interindividuelle avec l'autre, et que vers l'activité tout simplement, et on perd cette, heu, on perd cette nature humaine quand on est dans un système qui va te mettre un salaire minimum, qui va aussi te garantir aussi des aides sociales et cetera, et ça, c'est malheureusement le cas en France, quoi. Tu m'étonnes que les Mexicains, ils pètent un boulon quand ils viennent ici, quoi. Et je me suis fait quelques potes, au Mexique. J'ai rencontré aussi, un fondateur d'une boîte, je vais taire son nom, mais, d'une boîte, une boîte que tout le monde connaît en France, qui est jeune, qui est parti vivre au Mexique. Et en fait, les entrepreneurs que j'ai rencontrés là en fait, tout le monde est d'une certaine manière entrepreneur, au Mexique, alors qu'en France, je n'ai aucun pote entrepreneur en France. Les seuls que je connais, en fait, ils sont partis un peu comme moi, ils sont partis avant même de le devenir Mmh. et ils n'entreprennent pas en France et parce qu'en fait, quel comme tu l'as dit, le problème des incitations, quelle incitation tu as à te démener plus que les autres lorsque tu vas gagner 10 fois 10 plus alors que tu auras donné 200 plus, de ta personne Ah totalement, c'est c'est ça, c'est et pour que ça. tu auras pris énormément de risques aussi, bien sûr. Exactement, oui, totalement, et c'est pour ça que d'ailleurs
C'est pour ça que les dans une économie socialiste, tu peux pas avoir d'innovation, tu peux pas avoir d'action entrepreneuriale parce qu'en fait, tu ne libères pas ceux qui sont beaucoup plus productifs que les autres, pour faire justement ce sur quoi ils sont meilleurs. Tu sais, c'est un peu le chiffre de Pareto. On dit souvent que le chiffre de Pareto, c'est toujours 20 qui font, autant que les 80 autres et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que tu as 20 qui vont créer, quasiment, 80 des richesses mais ces personnes-là, faut pas les enfin, comment dire? Faut pas être envieuse, faut pas les jalouser, faut pas dire: «Ils ont de la chance, ils devraient pas être riches et tout». Au contraire, ces personnes-là, il faut juste admettre une chose, c'est qu'elles sont meilleures que nous sommes nous. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ces personnes-là, à créer de la richesse dans une dimension qui est bien au-delà que ce que le commun des mortels peut faire et ces personnes-là, faut les libérer parce que quand elles vont réussir à produire cette richesse, elles vont certes en bénéficier elles-mêmes parce qu'elles vont générer du profit, elles vont pouvoir bien vivre, mais ce qu'elles vont réussir à créer, c'est aussi pour tout le monde et ça, en Heu, France, on l'a pas qué compris, quoi. À moins que la personne meure avec ses bitcoins et ne les transmette pas, dans tous les cas, son argent accumulé sera redistribué à la société, aux plus productifs de la société. Donc même la valeur créée, dans tous les cas, sera productive et va bénéficier aux autres, dans tous les cas, Tout à fait. même Non, si tout à fait, quelqu'un a ouais, accumulé énormément. tout à fait. Mais ça, c'est tu sais, il faut, Enfin d'ailleurs, si quelqu'un meurt avec ses bitcoins, il bénéficie également aux autres parce qu'il rend tous les autres bitcoins plus rares, oui, c'est ça, ouais, c'est dans le cas de un don Bitcoin. à la un don à la communauté comme Donc disait même dans ce Satoshi, ouais. cas-là même dans ce cas-là, les autres personnes en bénéficient. Ouais. Non, mais c'est clair, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien le rappeler, en fait, tu vois, quand et ça, faut le rappeler quand tu es en France parce qu'on est quand même dans un pays qui est très, très, très enfin, où les cerveaux sont gangrénés de socialisme, gangrénés d'envie, de ressentiment, de jalousie et tout. Il faut juste comprendre une chose, c'est que si tu laisses tout le monde libre, certes, certains vont mieux réussir que d'autres, mais c'est pas grave, hein, parce que quand eux vont réussir, ça va rejaillir de manière bénéfique sur le collectif. Et aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui, les personnes qui réussissent en France ne vont pas être incitées à rester en France. Donc elles vont partir, s'expatrier, aller dans d'autres pays, toi comme toi ou comme toutes les personnes avec qui je discute qui sont plus en France mais qui sont ailleurs et elles vont contribuer maintenant à un autre collectif qui est le pays qui vont les accueillir et qui vont leur donner justement ce cadre sécuritaire, ce cadre juridique, ce cadre administratif, ce cadre fiscal qui est beaucoup plus avantageux. Et on s'en rend pas compte, mais nous, à rester en France, bah, on perd énormément parce qu'on perd nos meilleurs Alors individus, nos meilleurs a membres et tu absolument. sais quand on Alors ouais, ouais, juste une dernière chose là-dessus parce que je sais que j'en parlais avec, je sais plus qui, lors d'un podcast, mais c'est pas uniquement un capital financier qu'on perd. C'est aussi la capacité à créer de la valeur, à créer du capital et aussi tu parlais de Venise tout à l'heure, mais c'est exactement ça, la capacité aussi à créer du capital culturel. Parce que ces individus, ce sont eux aussi qui seraient amenés à investir justement dans la belle musique, la belle architecture, à transmettre eux-mêmes à leurs enfants ce patrimoine et c'est l'invisible en fait de Basquiat, hein, c'est tout ça, on le voit pas et c'est perdu à jamais. ouais, j'allais dire que, tout simplement, je connais quelques alors, il y a un régime tu as mentionné la fiscalité et en fait, je pense qu'aussi ça vient sur le fait que le Mexique, eux, par contre, ils ont une dette qui est vachement, sous contrôle. Tu as très peu de dettes de manière générale, je crois que c'est genre 50 de dette publique et de dette privée, alors que enfin, si on compare avec la France, c'est peut-être, je sais pas, 8 fois moins, je sais pas. Et donc, ils peuvent se permettre de faire un régime fiscal extrêmement, favorable et donc tu as un régime actuellement qui est le régime attends, c'est Resco? Ah, je sais plus. Régimen especial cotizador, un truc comme ça. Resco, peut-être quelque chose comme ça, qui est en fait 1 à 2,5 d'impôts. Donc tu vas payer de 1 à 2,5 si ton revenu ne dépasse pas 200 000 à l'année. Heu Et c'est pour tous ceux qui bossent en tant que solo entrepreneur. Donc si tu es solo entrepreneur, tu vas pouvoir payer ça. Donc par exemple, tu fais du consulting, moi c'est mon cas, je fais du consulting, ça peut être sur le marché mexicain. Si ça vient de l'étranger, tant mieux parce que tu payes pas l'IVA, la VAT, je sais pas comment tu dis en Oui, français, la VAT, ouais, mais OK, ouais. ouais, mais si tu es, sur le marché mexicain, bon, tu vas devoir facturer l'IVA, mais c'est tout. Sinon, tu as, moins 2 points en fait, c'est par tranche, mais c'est 1 le minimum jusqu'à 2,5 lorsque tu t'approches des 200 000 heu et donc tu vas avoir une fiscalité extrêmement avantageuse aussi et ça, le Mexique te le donne et c'est génial. Donc c'est ça donne aussi envie d'entreprendre, tu vois?
Ah, c'est vrai que quand on parle d'Amérique du Sud, on pense pas forcément au Mexique quand on pense aux avantages fiscaux, on pense, par exemple, au Paraguay, on pense, même au Costa Rica parce que c'est un peu le Far West là-bas, tu vois? Mais c'est vrai que le Mexique, en effet, comme tu dis, ça a l'air d'être assez intéressant et en plus, c'est un grand pays, c'est le grand pays d'Amérique centrale, quoi. C'est-à-dire que Tu as de la culture là-bas par contre. tu la Tu culture, as ouais, vraiment de la vie là-bas et en ouais. fait, je pense que tu as les personnes qui alors tu ma copine, le le voit et le ressent, entre par exemple, il y a 6 ans quand elle est partie du Mexique et maintenant quand on y est retourné, déjà, tu vois le Mexique, à s'être développé positivement. Tu vois plus de riches, tu vois plus de d'appartements se vendre, à des prix plus élevés, plus de bien sûr gentrification aussi, mais sa famille en bénéficie aussi. Sa famille a des business qui sont plus prospères et donc tu et c'est vraiment extrêmement, vivant le Mexique. Tu as vraiment une culture dense, tu as vraiment les gens qui en fait, même s'il y en a qui vont par exemple, te dire qu'ils bossent, 70 heures semaine, en fait, ils vont bosser 70 heures semaine, mais parce qu'ils seront dans le business, sauf que absolument toute la rue, ce seront, leurs potes. Ils seront potes avec absolument tous les business d'à côté et ce sera, ils seront en train de discutailler toute la journée avec la mama sur le côté et cetera et en fait, tout le monde vit, tout le monde rigole, tout le monde parle tout le temps et c'est rare de voir, des personnes qui bossent, avec des écouteurs, derrière un bureau, comme la majorité en Europe. En tout cas, on peut-être, moi je l'ai côtoyé un peu moins, mais c'est pas cette impression qu'on a et je me suis fait quelques potes qui avaient, entrepris et aussi, j'ai un super pote en Europe qui a entrepris et qui a vraiment réussi à faire un business, successful, mais il a tout de suite pensé à lever des fonds. Il a levé des fonds et son business alors lui, il gagne bien sa vie et son business, a levé pas mal de fonds, mais son business n'a encore jamais été profitable dans les faits. Alors qu'au Mexique, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui avaient des entreprises qui valaient maintenant plusieurs millions, mais qui n'ont jamais levé le moindre fonds. Tu as pas Mmh. cette culture, nécessairement de la dette, tu vois? Ouais. Et je pense que après c'est une expérience de niche, c'est peut-être pas représentatif, mais c'est mon expérience de personnes qui en fait commencent à entreprendre de tellement jeunes et juste c'est dans leur ADN et petit à petit, en fait, les choses, se construisent et certains réussissent à créer, des petits empires sans avoir à avoir été comme mon pote, d'Europe, à avoir eu besoin d'un fonds d'investissement et cetera. C'est génial ce que tu dis parce que là, quand tu parles justement de ça, c'est-à-dire la monnaie magique, hein, qui va aller, submerger certaines idées d'entrepreneuriat, en Europe, alors que c'est pas le cas au Mexique. En économie autrichienne, on appelle ça le mal investissement ou le mauvais investissement. C'est Mmh. grosso modo, tu vas, en fait, la nouvelle monnaie qui est créée, la nouvelle monnaie fiat, en fait, elle va aller dans des projets qui sont alors, tu sais, les projets sont même pas profitables. Ça se trouve, les projets, c'est vraiment de la grosse merde, mais les gens vont être attirés par ça, ils ont de l'argent, ils savent pas quoi en foutre, ça vient juste d'être imprimé. Ils vont investir un peu à droite, à gauche, tac, tac, tac et tu as plein d'entreprises comme ça qui vont réussir à lever énormément de fonds. Elles sont pas du tout profitables, hein, par contre, sur le papier. Par contre, elles vont mobiliser du capital, hein, du capital humain, du capital, en termes de biens, en termes de ressources. Elles vont essayer de faire leur truc, des fois assez longtemps. Des fois, ça peut durer des années, des années, des années, sans même qu'elles arrivent à générer un seul profit. Mais vu qu'elles ont, la dette comme ça qui roule, vu qu'elles ont elles-mêmes des capacités à emprunter ou avoir des aides publiques, ce genre de conneries, tu vois? Et bah, elles vont gaspiller du capital comme ça sur des années. Alors qu'à contrario, d'ailleurs, c'est les post-keynésiens qui vont dire: «Oui, mais c'est comme ça qu'on doit investir». C'est-à-dire que l'investissement, doit se faire par la dette parce que c'est comme ça qu'on a la véritable innovation et c'est comme ça qu'après coup, on va créer de la richesse. Tu il faut créer de la dette et lancer les entreprises comme ça, parce que c'est comme ça que la richesse se créera. Et comme tu le rappelles avec ton exemple mexicain, d'ailleurs, c'est ce que les Autrichiens disent, il y a nullement besoin de dette, en fait, pour créer des entreprises ou des biens qui seront demandés par marché. Il suffit, bah, déjà d'avoir la volonté entrepreneuriale, c'est-à-dire cette capacité d'innovation et il suffit des fois même d'avoir juste un capital, hein, sur lequel tu vas commencer et sur lequel tu vas scaler, donc tu vas passer à l'échelle, mais progressivement, c'est-à-dire toujours en ayant cet équilibre, entre tes rentrées financières, tes dépenses et tout et c'est des modèles qui sont peut-être beaucoup plus lents, par contre qui sont moins consommatrices en capital et le capital va être mieux consommé. C'est-à-dire, ça sera plus lent, mais au moins tu sais que ça sera pas jeté par la fenêtre. Donc ce sont 2 approches, différentes hein, et l'approche, du financement des entreprises, par la dette, bah, c'est ce qui nous a donné, 1929, ce qui nous a donné 2008, hein. C'est ce qui donne Mmh. justement ces cycles économiques, de Mmh. boom économique qui sont d'ailleurs des faux booms et qui sont Mmh. après des vrais crashs, quoi. Ouais, Voilà, tout simplement. clairement.
En tout cas, Heu, Axel, ça va faire 1h40 qu'on discute ensemble. Le temps passe super vite. c'est passé très vite. Ouais, juste, parce que là, on va pas tarder à terminer. Je pense qu'on va prendre encore, à peu près 5 minutes. Est-ce que, je pense qu'une bonne, oui, vas-y, dis-moi, ouais, vas-y. Je voulais dire un dernier point sur le Mexique Vas-y, qui me vas-y. revient parce que j'ai pensé tout à l'heure. Il y a quand même, histoire de pouvoir dire mes petits trucs un peu, qui sont pas tout roses toujours, j'ai regardé, vite fait les chiffres d'inflation au Mexique. Le M2 augmente de 11 par an depuis 2019. Quand même, tu as quand même une forte inflation au Mexique. En fait, je pense que c'est possiblement la raison pour laquelle aussi d'un autre côté, tu as autant de consommation, qui est faite, au Mexique. Les personnes, vont très peu, épargner et beaucoup consommer, vont se débarrasser de l'argent d'une certaine manière. C'est peut-être ce qui est le reflet de ça. Ce qui est dommage du coup, c'est que par contre, bah, il y a très peu d'épargne, donc il y a moins de création de capital et donc moins de productivité sur le futur. Mais donc tu as ce côté-là où, si, ceux qui vont aller au Mexique, bah, attention là-dessus. Et deuxièmement, ils essayent de réussir en fait, tu 60, comme je l'ai dit, je crois, c'est plus de 60 des employés sont informels, sont pas déclarés et quasiment tout est du cash. Et en fait, du coup, un peu comme en Europe, ils essayent de mettre, la main sur leurs esclaves via une monnaie digitale. Au Mexique, là, maintenant, ils sont passés à la biométrie. Donc, ils obligent via la coercition parce que, par exemple, la mère de ma copine n'a pas accès à son argent en banque si elle ne fait pas un iris scan, un scan de son iris, Vache, ouais. et un truc d'empreinte, digitale. Et donc quand, on te retire l'accès à ton argent, donc c'est vraiment là, c'est pas, une force du marché où tu te dis: «Bon, bah, c'est bénéfique», en tout cas, tu le donnes de ton bon vouloir parce que, tu considères que peut-être c'est une innovation pour ton pays, tu le fais, je sais pas. À partir du moment où c'est fait par la contrainte comme ça, nécessairement les incitations sont mauvaises, nécessairement, l'idée derrière est négative. Et je pense que c'est un peu, dans probablement, peut-être parce que, ils ont des dettes, envers l'étranger, vers les États-Unis et que c'est le seul moyen de voir ce qui se passe un peu plus ou de ramasser un peu plus d'impôts de la population, de contrôler un peu plus. Mais donc ça, moi, il faut que je vois comment je réussirai à éviter ça. Mais par contre, ce qui est bien avec la mentalité, mexicaine, c'est que pourquoi il y a autant de cash? Parce que les gens détestent le gouvernement. Parce qu'ils savent très bien que tu votes à gauche ou tu votes à droite, finalement, tu votes pour des corrompus qui sont financés par les cartels, et tu votes pour des personnes qui vont te dilapider ton argent sans le redistribuer. Et Mmh. ils le savent. Et en fait, il y a très peu de Mexicains qui croient vraiment que, leur situation va s'améliorer via un top down. OK. Donc, les Mexicains cherchent, et moi je parlais avec ma famille enfin avec ma famille, avec, des potes de sa famille, de comment ils ont réussi à éviter, ce scan de l'iris, tu vois? Genre comment, des petits tips qui peuvent me donner parce que si moi du coup, je vais m'installer là-bas un moment, je veux réussir à l'éviter. Donc, eux, ils sont, alors que c'est une famille normale, tu vois? C'est même pas des bitcoiners, mais, ils vont pas donner, leur liberté au gouvernement. Pas comme en France où, ils donnent tout sur un plateau d'argent. Là-bas, leur liberté, elle est précieuse. Ils en connaissent, la valeur. Mmh. Super intéressant, ouais, en effet, tu as raison de rappeler ça. C'est essentiel aussi de connaître un peu les aspects négatifs du pays et aussi la résilience populaire, et cette méfiance intuitive qu'ont les individus envers l'État. Je trouve ça génial. C'est pour ça aussi que je suis très optimiste, en fait, sur l'avenir. C'est que je sais que, même si en Occident, en tout cas en Europe, c'est pas super, joyeux l'avenir qui s'annonce, je sais qu'au moins les individus qui sont ailleurs sont pro enfin, bien câblés par rapport à beaucoup de choses. Par rapport à le fait d'entreprendre, par rapport à la méfiance naturelle vis-à-vis de l'État, je me dis que ça fait du bien d'entendre ça parce que c'est pas un phénomène, qui est général. C'est-à-dire c'est le sentiment décliniste, où on est pessimiste, où on est quasiment nihiliste, hein. C'est pas quelque chose qui est répandu sur terre, heureusement, et ça fait du bien d'entendre ça, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça rend, l'expatriation, des fois très attractive. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, bah, écoute, on va approcher de la fin. Moi, une dernière question que j'avais envie de te poser, bah, d'ailleurs 2 questions, déjà que tu nous dises où est-ce on peut te retrouver sur internet au global, et l'autre question, moi, c'était, bah, là, tu es actuellement en France, hein, retour un peu au bercail, à Paris, tout ça, on en a un peu parlé. Bah, voilà, quels sont, toi, ensuite tes projets à moyen long terme? Ce vers quoi tu vas?
Hem, alors, moi, j'ai une chaîne YouTube du coup, Axel Bitcoin, sur YouTube où, je donne ma vision, économique et Bitcoin, du monde. Enfin d'un point de vue, de ouais, ma vision, ma perspective par rapport à tout ça et en ce moment, j'ai arrêté depuis environ 6 mois parce que, sur le côté, j'ai une source de revenus qui est conséquente que je peux pas refuser, dans un bear market comme on l'est maintenant. Donc, en ce moment, je bosse, en freelance pour une boîte et je bosse pour une boîte au Luxembourg. En ayant fait cession fiscale, le salaire est extrêmement, avantageux. Donc, à partir de là, pour le moment, mes incitations vont plus vers apporter de la valeur de cette manière-là Mmh. et je reprendrai la création de contenu, dès que, un peu plus tard dans l'année. Donc ma chaîne YouTube Axel Bitcoin et ensuite prochaine destination, on va rester en Europe, on va aller, en Espagne, à partir de, dans 2 3 semaines je crois, quelque chose comme ça. Mmh. On part dans 2 3 semaines en Espagne et on va y passer, quelques mois et après on retournera au Mexique et au Mexique, ma copine va investir dans un business physique pour la première fois. Donc, on va devoir considérer le fait de plus être digital nomade. Donc, moi qui avais un régime, j'avais réussi à faire cession fiscale légale, via un régime, que j'avais, réussi à créer. C'est pour ça que le Mexique, je me suis renseigné sur le régime à 1 à 2,5 d'impôt et que je me suis dit: «Bon, bah, finalement, je peux renoncer à ma à cette sécession fiscale pour 2,5 d'impôts, je trouve ça fair. En vrai, payer, 2,5 d'impôts pour les services publics, je trouve que c'est un prix qui est décent. Les services publics, ils sont quand même moins bons qu'en France, quoique l'hôpital, il tu une place tout de suite. Mmh. Donc l'hôpital peut-être est un peu meilleur, mais à part l'hôpital, peut-être moins bon quand même. Et donc le Mexique, pour toutes ces raisons et qu'est-ce que je vais faire ensuite? J'ai des idées d'entrepreneuriat, mais je pense qu'il faut jamais développer ces idées entrepreneuriales parce qu'après tu perds la motivation. Tu as déjà la sérotonine qui tourne dans ton cerveau, et la Mmh. dopamine de l'avoir expliqué. Donc je garde ces petites idées. Ouais, pas de souci et en effet, donc j'ai mis dans le, en li d'ailleurs, je mettrai en lien la vidéo et j'ai mis dans le chat ta chaîne YouTube et moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est qu'avec toi, c'est que tu as une chaîne YouTube à plus de 6 000 abonnés, où tu parles que bitcoin, hein. C'est vraiment une chaîne d'éducation, hein, sur ce sujet-là, hein. D'ailleurs, ton pseudo, c'est Axel Bitcoin et que moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu as ta communauté, mais tu sais, dans la communauté des bitcoiners français, tu pas forcément le plus connu. Alors pourtant, tu as l'une des plus grandes chaînes YouTube, tu vois? Ça me fait toujours, enfin, comment dire? Tu sais, quand tu vas sur X, par exemple, quand tu vas sur X et tout, c'est un peu là où tu as le En f tu En fait, l'écosystème et tout. j'ai peut-être une réponse à ça. Tu regardes Vas-y. mes stats et tout le monde a 50 ans. Ouais, sérieux? Excellent. Ouais, 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 non, mes stats, ma moyenne d'âge est à plus de 40 ans, la moyenne d'âge, et j'ai Vache! personne de moins de 25 ans qui m'écoute. Ouais. Donc, j'ai vraiment en fait, j'ai créé du contenu sur YouTube uniquement. Je déteste les réseaux sociaux. J'évite d'avoir un portable. D'ailleurs, là, au Mexique, pendant 6 mois, je vivais sans portable. Là, à Paris, c'est compliqué, mais j'évite d'avoir un portable. Du coup, je suis très peu, actif et il y a que YouTube sur lequel j'étais actif et finalement, bah, je sais pas, peut-être que ça a été le fait d'être uniquement sur YouTube et pas sur les autres réseaux sociaux. Mais voilà. Je pense que c'est peut-être une raison. Ah, c'est génial. Ouais, je pense que c'est génial ce que tu dis parce que moi, je sais que moi, sur YouTube, la cible, enfin, en tout cas, ceux qui regardent les vidéos, c'est les 30, les 25-40 ans ou les 30-40 ans, je sais plus. Donc c'est la cible d'âge en dessous de la tienne qui est majoritaire chez moi et je sais qu'au-dessus, j'ai quasiment personne. Donc toi, c'est marrant d'avoir les dynamiques comme ça, donc alors que ouais, tu la chaîne des vieux, en fait. Tu bien alors que tu bien plus jeune que moi. D'accord, ah, c'est intéressant ça. Non, comme quoi des fois, tu vois, c'est le contenu, tu peux l'avoir, Et c'est je pense génial. aussi que moi, j'ai pas été régulier. En fait, j'ai pas été régulier dans ma création de contenu, donc peut-être que ça joue et aussi ouais, alors je sais pas. Ah, c'est ouais. Ah, mais c'est marrant Mais bon, d'avoir comme ça, comme quoi il en faut pour tout le monde ça me fait toujours rire. Ça c'est génial de voir à peu près les stats des uns des autres parce que même si on parle des mêmes sujets, c'est pas forcément la target, elle va pas forcément dans le même, aux mêmes endroits. Ça, tu prends les gars du bunker, ça va aller vraiment dans un public qui est très, très spécifique, très bunker, tu vois? Ce que je fais moi, c'est assez différent, ce que tu fais toi, c'est différent, ça touche un autre type de public. Je trouve ça assez drôle de et comparer un peu comme ça. par contre, j'imagine qu'on aura tous les 2, 99 hommes, 1 femmes. Oui, ça par contre, ouais. Mais ça, c'est avec Bitcoin, c'est Là, on normal, est hein. raccord. Bien sûr.
Et toi dans le chat, j'ai Alpha qui me dit qu'il a 5 ans de printemps. Alpha, va voir la chaîne d'Axel. Je pense que tu vas aimer, même si elle sera plus active dans bientôt. Mais en tout cas Bon, Axel, pour le moment, je suis pas actif. On verra si, pour si je l'instant, ouais, reprends, plus tard dans l'année. OK. Mais écoute Axel, en tout cas moi c'était, un plaisir de t'avoir avec moi ce soir. Super discussion. J'adore ces discussions un peu de ressenti des gars qui sont sur place là-bas, qui donnent un peu à chaud leur, ouais, leur expérience. C'est toujours génial, je trouve. C'est un peu le côté aventure et en tout cas, encore une fois, merci. Je pense qu'on se refera peut-être un épisode sur l'Italie, pourquoi pas. Ça, tu me diras quand tu reviens d'Italie et on se fera pourquoi pas un épisode là-dessus Cool, et ça marche. et puis en tout cas dans l'entretemps, bah, je te remercie encore et bah, je te souhaite une très, très belle soirée. Merci à toi de m'avoir reçu et puis toi aussi tu fais un super contenu. Ulrich, franchement, je trouve que tu es le meilleur en économie, autrichienne en France. Donc, j'adore ton contenu, donc, merci de m'avoir reçu et puis bonne soirée à tout le monde. Ouais, merci à toi. Et puis, bah, salut à tous.